À coup sûr, je serai carbonisée avant d'atteindre le centre de la ville. Je suis assez peu maquillée, à peine quelques touches de fond de teint ici et là. Mes cheveux, soigneusement brossés, pendent en tresse dans mon dos, comme d'habitude. Je veux que le public puisse te reconnaître quand tu seras dans l'arène, explique Sina d'une voix rêveuse. Katniss, la fille du feu. L'idée me traverse l'esprit que son apparence calme et détendue dissimule peut-être un fou dangereux. En dépit de ce que j'ai appris ce matin sur Pita, je suis soulagée de le voir me rejoindre dans un costume identique au mien. Le feu, il doit connaître. Il est le fils du boulanger, après tout. Il est accompagné de Portia, sa styliste, avec son équipe, tout le monde frétillant d'excitation à l'idée du triomphe qui nous attend. À l'exception de Sina, lequel reçoit les compliments sans se départir de sa réserve. On nous conduit tout en bas du centre de transformation, principalement constitué d'une gigantesque écurie. La cérémonie d'ouverture va bientôt débuter. Les tribus embarquent 2 à 2 à bord de chariots tirés par 4 chevaux. Notre attelage est noir comme du jet. Les chevaux sont si bien dressés qu'ils peuvent se passer de cocher. Sina et Portia, qui nous font monter dans le chariot, et règlent avec soin notre position, le drapé de nos capes, avant de s'éloigner en chuchotant. Qu'en penses-tu, toi, du feu dis-je à Pita. Je t'arrache ta cape si tu m'arraches la mienne, répond-il avec les dents serrées. Marché conclu. Peut-être en étant assez rapide, nous éviterons de trop graves brûlures. C'est moche quand même, on nous jettera dans l'arène quel que soit notre état. Je sais qu'on a promis à Image de faire exactement ce qu'on nous dira, mais je crois pas qu'il ait considéré la question sous cet angle. Où est-il passé d'ailleurs? Il n'est pas censé nous protéger de ce genre de truc, s'étonne Pita. Avec tout l'alcool qu'il a dû ingurgiter, mieux vaut qu'il reste loin des flammes. Et soudain, nous éclatons de rire. Je suppose que la nervosité de l'approche des jeux, et surtout l'inquiétude à l'idée de nous transformer en torches vivantes, peuvent expliquer notre réaction. La musique d'ouverture retentit. On ne peut pas la manquer, elle est diffusée à travers tout le Capitole. Les portes massives s'ouvrent et dévoilent des rues bordées par la foule. Le trajet, d'une vingtaine de minutes, nous conduira au grand cirque où nous serons accueillis. Après avoir écouté l'hymne, on nous escortera au centre d'entraînement, qui sera notre résidence-prison jusqu'au début des Jeux. Les tribus du district 1 s'avancent à bord de chariots tirés par de magnifiques chevaux blancs. Ils sont si beaux, peints à la bombe argentée, avec leur élégante tunique ornée de bijoux. Le district 1 confectionne les objets de luxe à l'attention du Capitole. On peut entendre les acclamations de la foule à leur passage. Ils sont toujours très appréciés. Le district 2 s'avance pour les suivre. Bientôt, c'est notre tour d'approcher de la sortie. Et je constate que, entre le ciel plombé et l'heure tardive, la lumière vire au gris. Quand les tribus du district 11 jaillissent à leur tour, Sina nous rejoint avec une torche enflammée. « C'est à nous », annonce-t-il. Et avant que nous puissions réagir, il met le feu à nos capes. Je retiens mon souffle, je guette la sensation de chaleur, mais je ne perçois qu'un léger picotement. Sina grimpe sur le chariot et enflamme nos coiffes. Il pousse un soupir de soulagement. « Ça marche !» s'exclame-t-il. Puis, il me redresse gentiment le menton. « N'oubliez pas, la tête haute. Souriez, ils vont vous adorer », ajoute-t-il. Sina bondit au bas du chariot. Une dernière idée lui vient. Il tente de nous la crier, mais sa voix est noyée par la musique. Il crie de plus belle en faisant des gestes. « Que dit-il » demandai-je à Pita. Je le regarde pour la première fois et je réalise que, dans le halo des fausses flammes, il est éblouissant, et que je dois l'être, moi aussi. « Je crois qu'il veut qu'on se tienne la main », répond Pita. Sa main gauche attrape ma main droite, et nous jetons un regard vers Sina pour avoir confirmation. Il hoche la tête, lève les 2 pouces en l'air, et c'est la dernière chose que je vois avant que nous nous élancions dans la ville. Au premier mouvement d'inquiétude de la foule, succèdent rapidement les vivas et les cris. « District 12 !» Toutes les têtes se tournent vers nous, au détriment des 3 chariots qui nous précèdent. Au début, je reste pétrifiée, mais ensuite, je nous aperçois sur un écran géant et je suis frappée par le tableau que nous offrons. Dans le soir qui tombe, la lumière des flammes illumine nos visages. Nos capes ondulantes semblent suivies d'une traîne de feu. Sina a eu raison concernant le maquillage minimaliste. Nous avons l'air plus beaux tous les deux, mais nous restons parfaitement reconnaissables. N'oubliez pas, tête haute, souriez, ils vont vous adorer. J'entends encore la voix de Sina. Je lève un peu le menton,
J'affiche mon plus beau sourire et j'agite ma main libre. Je suis heureuse de pouvoir m'appuyer sur Pita. Il est si fort, solide comme un roc. En prenant de l'assurance, je me surprends même à adresser quelques baisers à la foule. C'est le délire parmi les gens du Capitole. Ils nous couvrent de fleurs, ils scandent nos prénoms, qu'ils ont cherchés sur la programmation. La musique qui résonne, les acclamations, l'admiration, tout cela fait son effet sur moi, et je ne peux contenir mon excitation. Sina m'a donné un grand avantage. Personne ne m'oubliera. Ni mon visage, ni mon prénom. Katniss, la fille du feu. Pour la première fois, je sens une pointe d'espoir monter en moi. Après ça, il y aura certainement un sponsor pour miser sur moi. Et avec un petit coup de pouce, de la nourriture, une arme appropriée, pourquoi devrais-je m'estimer vaincu d'avance? On me lance une rose rouge. Je l'attrape, la hume délicatement, puis souffle un baiser dans la direction de celui qui me l'a offerte. Une centaine de mains se lèvent pour saisir mon baiser, comme s'il s'agissait d'une chose réelle, tangible. Katniss, Katniss. Mon prénom retentit partout. Ils veulent tous mes baisers. C'est seulement au moment où j'entre dans le grand cirque que je réalise que Pita ne doit plus avoir une goutte de sang dans la main, tellement je la serre. Je regarde nos doigts emmêlés et je commence à relâcher ma prise, mais il me retient. Non, ne me lâche pas, me dit-il. La lumière des flammes scintille dans ses yeux bleus. S'il te plaît, j'ai peur de dégringoler. D'accord, je réponds. Je garde donc sa main, mais je ne peux m'empêcher de trouver ça là un peu étrange, la manière dont Sina nous a liés l'un à l'autre. À quoi bon nous présenter comme une équipe alors que nous allons être enfermés dans une arène pour nous entretuer? Les 12 chariots font le tour du grand cirque. Le gratin du Capitole se presse à chaque fenêtre des bâtiments environnants. Notre attelage s'arrête devant la demeure du président Snow et notre chariot s'immobilise. La musique s'achève sur un final majestueux. Le président, un petit homme mince aux cheveux très blancs, nous accueille officiellement du haut de son balcon. La tradition veut qu'on ne montre pas les visages des tribus lors de son discours. Mais je peux voir à l'écran qu'on nous avons beaucoup plus de temps à l'antenne que les autres. Plus il fait sombre, plus il est difficile de détacher les yeux de nos flammes. Quand l'hymne national s'élève, la réalisation fait un effort pour s'intéresser rapidement aux autres couples de tribus, mais la caméra s'attarde sur le chariot du district 12. Un dernier tour d'honneur dans le grand cirque et nous disparaissons dans le centre d'entraînement. À peine les portes se sont-elles refermées derrière nous que nous sommes assaillis par les équipes de préparation qui ne tarissent pas d'éloges. En jetant un coup d'œil autour de moi, je vois beaucoup d'autres tribus nous lancer de regards noirs, ce qui confirme ce que je pensais. Nous avons éclipsé tout le monde. Puis, Sina et Portia nous aident à descendre du chariot et nous ôtent nos capes et nos coiffes. Portia éteint les flammes en vaporisant dessus un produit spécial. Je prends conscience que je n'ai toujours pas lâché la main de Pita et j'oblige mes doigts raidis à se détendre. Nous nous massons la main tous les deux. Merci de m'avoir tenu. J'avais un peu la tremblote, me dit Pita. Ça ne s'est pas vu. Je suis sûre que personne n'a rien remarqué. Ils avaient tous les yeux braqués sur toi. Tu devrais porter les flammes plus souvent. Ça te va bien? Et il m'adresse un sourire qui paraît si gentil, si sincère, avec une légère touche de timidité, que je sens une chaleur inattendue monter en moi. Une alarme résonne dans ma tête. Ne sois pas stupide, Pita a l'intention de te tuer. Il voudrait faire de toi une proie facile. Plus il est amical, plus il devient dangereux. Mais on est peut-être deux à s'amuser de ce jeu-là. Je me dresse sur la pointe des pieds et lui dépose un baiser sur la joue, en plein sur son bleu. Le centre d'entraînement comporte une tour exclusivement réservée aux tribus, ainsi qu'à leurs équipes. C'est là que nous serons installés jusqu'au début des Jeux. Chaque district se voit attribuer un étage entier. Il suffit d'appuyer sur le numéro de son district dans l'ascenseur. Facile à se rappeler. J'ai déjà pris l'ascenseur dans l'hôtel de justice du district 12. Une première fois afin de recevoir la médaille pour la mort de mon père, et puis hier pour faire mes adieux à la famille et aux amis. Mais c'est un appareillage sombre et brinque-ballant qui se déplace comme un escargot et empeste le l'écaillé. Ici, au contraire, la cabine de l'ascenseur est toute en verre, de sorte qu'en filant dans les airs, on peut voir les gens au rez-de-chaussée rapetissés tels des fourmis. C'est grisant et je suis tentée de demander à Effie Trinket s'il est possible de refaire un voyage, mais je crains de paraître puérile.
Il semble que la mission des Trinket n'ait pas pris fin à la gare. Haymitch et elle nous coacheront jusque dans l'arène. En un sens, c'est un atout, parce qu'au moins, nous pourrons compter sur elle pour nous amener à temps aux entraînements. Au contraire d'Haymitch, que nous n'avons pas revu depuis qu'il a promis de nous aider dans le train. Il est sans doute ivre-mort dans un coin. Effie Trinket, à l'inverse, est d'une forme éblouissante. Nous sommes ses premiers tribus à avoir fait une telle impression lors de la cérémonie d'ouverture. Elle nous abreuve de compliments sur nos costumes, notre manière de nous comporter. À l'entendre, elle connaît tout le monde au Capitole et a passé toute la journée à tenter de nous décrocher des sponsors. Je suis restée très mystérieuse, nous assure-t-elle, les yeux mi-clos, parce que naturellement, Haymitch ne m'a rien dit de votre stratégie. Mais j'ai fait de mon mieux avec ce que j'avais. Le sacrifice de Katniss pour sa petite sœur, la manière dont vous avez su triompher de la barbarie de votre district. La barbarie, voilà qui est comique venant d'une femme qui participe à notre préparation au massacre. Et sur quoi fonde-t-elle notre triomphe? Sur nos bonnes manières à table? Les gens manifestent une certaine réticence, bien sûr. Vous venez quand même du district du charbon. Mais j'ai répondu, vous allez voir comment c'est fin. Oh, si on applique une pression suffisante sur le charbon, il se transforme en perles. Effie nous adresse un sourire si éclatant que nous n'avons pas d'autre choix que de la féliciter pour sa finesse, même si elle raconte n'importe quoi. Les perles ne sont pas issues du charbon. Elles se forment dans les huîtres. Effie voulait sûrement parler du diamant, mais c'est faux également. Je crois savoir qu'il y a une machine dans le district 1 capable de changer le graphite en diamant. Sauf que nous n'extrayons pas du graphite dans le district 12. Cela faisait partie des attributions du district 13 avant qu'il ne soit détruit. Je me demande si les gens auprès desquels elle a tenté de nous vendre toute la journée le savent ou s'ils s'en soucient même. Malheureusement, je n'ai pas le droit de conclure des accords en votre nom. Haymitch est le seul à pouvoir le faire, conclut Effie d'un ton boudeur. Mais ne vous inquiétez pas, je le traînerai à la table des négociations par la peau du cou s'il le faut. En dépit de ses lacunes, Effie possède une détermination certaine que je suis obligée de saluer. L'appartement qu'on m'octroie est plus vaste que notre maison entière. Aussi douillet que mon compartiment dans le train, il possède des gadgets automatiques en si grand nombre que je n'aurai pas le temps d'empresser tous les boutons. La douche à elle seule comporte un tableau de commande avec plus d'une centaine d'options. On peut régler la température de l'eau, sa pression, différents choix de savon, parfums, shampoing, huile ou éponge de massage. Quand on en sort, des séchoirs s'enclenchent d'une simple pression sur le tapis. Au lieu de tirer sur mes mèches mouillées, il me suffit d'enfoncer la main dans une boîte. Un courant électrique parcourt alors tout mon cuir chevelu pour me démêler et me sécher les cheveux presque instantanément. Il me retombe sur les épaules en un long rideau soyeux. Je programme mon armoire pour des tenues à mon goût. Les fenêtres réagissent à la voix et permettent de zoomer sur n'importe quelle partie de la ville. Si je murmure dans l'interphone le nom de n'importe quel plat inscrit au menu, il apparaît devant moi en moins d'une minute, chaud et fumant. Je me promène dans la chambre en savourant du foie gras sur du pain de mie quand on frappe à ma porte. Effie vient me chercher pour le dîner. Parfait, je meurs de faim. Pita, Sina et Portia se tiennent sur le balcon qui surplombe le Capitole lorsque nous entrons dans la salle à manger. Je suis heureuse de voir notre styliste. Un repas uniquement en compagnie d'Effie et d'Haymitch aurait été voué au désastre. Par ailleurs, l'objectif principal de ce dîner n'est pas de nous remplir le ventre, mais de nous mettre au point une stratégie, et Sina et Portia ont déjà fait leur preuve dans ce domaine. Un jeune homme silencieux en tunique blanche nous propose du vin dans des verres à pied. Mon premier geste consiste à décliner, mais je n'ai jamais bu de vin, hormis celui que ma mère préparait pour soigner la toux, et aurais-je jamais une autre occasion d'en goûter? J'avale une gorgée de ce breuvage âcre, piquant, en me disant que quelques cuillères de miel ne lui feraient pas de mal. Haymitch apparaît juste avant que le repas ne soit servi. On dirait qu'il lui aussi a bénéficié des services d'un styliste, car il est propre, soigné et plus sobre que je ne l'ai jamais vu. Il ne refuse pas un verre de vin, mais il trempe sa cuillère dans son potage et je réalise pour la première fois que je le vois manger. C'est la première fois que je le vois manger. Peut-être saura-t-il se tenir assez longtemps pour nous aider. La présence de Sina et Portia semble exercer une influence positive sur Haymitch et Effie. Au moins, ils se parlent poliment, et tous les deux n'ont que des louanges à nous adresser concernant la cérémonie d'ouverture. Pendant qu'ils bavardent, je me concentre sur la nourriture. Un potage aux champignons,
des légumes avec des tomates pas plus grosses que des petits pois, un rôti de bœuf saignant coupé en tranches aussi fines que du papier, des pâtes à la sauce verte, un fromage crémeux qui vous fond sur la langue, servi avec du raisin noir. Les serveurs, tous de jeunes gens en tunique blanche, comme celui qui nous a servi le vin, s'activent en silence autour de la table, veillant à remplir nos verres et nos assiettes. À la moitié de mon verre de vin, mes idées s'embrouillent et je décide de me rabattre sur l'eau. Je n'aime pas cette sensation. J'espère qu'elle se dissipera vite. Comment Mitch peut-il supporter d'évoluer dans cet état en permanence ? Je tente de me concentrer sur la discussion, laquelle a dérivé sur nos costumes, quand une jeune fille apporte un splendide gâteau sur la table et l'allume d'une main habile. Il s'embrase, les flammes vacillant un moment tout autour avant de finir par s'éteindre. « Qu'est-ce qui flambe comme ça ? C'est de l'alcool » je demande à la fille. « Je ne tiens pas à... Ah ! Hé ! Je te reconnais !» Je ne parviens pas à trouver son nom ou à situer son visage. Pourtant, je suis certaine de l'avoir déjà vu. Ses cheveux roux, ses traits, son teint de porcelaine. Mais en prononçant ces mots, je sens mon estomac se nouer sous l'effet de l'appréhension et de la culpabilité. Même si je peux me rappeler précisément, je sais qu'elle est associée à un mauvais souvenir. Son expression de terreur fugace ne fait qu'ajouter à ma confusion et à ma gêne. Elle secoue vivement la tête et s'empresse de quitter la salle. Les 4 adultes me regardent fixement. « Ne sois pas ridicule, Katniss. Comment pourrais-tu connaître une muette ?» s'indigne Effie. « Quelle idée !»« Une muette ?» dis-je éberluée. « Une criminelle. On lui a coupé la langue pour qu'elle ne puisse plus parler, » expliqua Mitch. « Elle a probablement commis une trahison. Il y a peu de chances que tu l'aies déjà vue. » « Quand bien même ce serait le cas, il ne faut pas leur adresser la parole, sauf pour leur donner un ordre, » dit Effie. « Mais je pense que tu dois confondre. Pourtant, j'ai déjà rencontré cette fille. Et maintenant qu'Haymitch a prononcé le mot trahison, je me rappelle même d'où. Mais la désapprobation générale est si grande que je préfère me taire. Sûrement, je dois... Je cherche mes mots. Le vin ne m'aide pas. Pita claque des doigts. « Deli Cartwright ! Mais bien sûr ! Elle me disait quelque chose à moi aussi. Deli et elle se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. » Deli Cartwright est une grosse fille à la face terreuse et aux cheveux jaune paille. Elle ressemble à notre serveuse comme un scarabée à un papillon. C'est également l'une des personnes la plus gentilles que je connaisse. Elle sourit à tout le monde à l'école, même à moi. Je n'ai pas vu la rousse esquisser le moindre sourire. Mais j'abonde dans le sens de Pita, avec reconnaissance. « Voilà, c'est à elle que je pensais. Sans doute a-t-elle ses cheveux. Sans doute à cause de ses cheveux, dis-je. Quelque chose dans le regard aussi, ajoute Pita. Les adultes se détendent autour de la table. « D'accord !» s'exclame Sina. « Quant au gâteau, oui, il y a de l'alcool dedans, mais il s'est entièrement évaporé. Je l'ai commandé tout spécialement en l'honneur de vos débuts incendiaires. » Nous mangerons le gâteau, puis passons dans le salon suivant pour suivre une rediffusion de la cérémonie d'ouverture. Certains couples font belle impression, mais aucun ne nous arrive à la cheville. Même notre propre équipe pousse un « Ah !» en nous voyant surgir du centre de transformation. « De qui vient cette idée de vous tenir par la main ?» demanda Mitch. « De Sina, » répond Portia. « Juste la petite touche de rébellion qu'il fallait, » approuva Mitch. « Bien vu. » Rébellion ? Le mot m'interprète un moment. Mais en repensant aux autres couples, raides et figés, qui ne se touchent pas et qui ne se regardent même pas, comme si l'autre des tribus n'existait pas, comme si les jeux avaient déjà commencé, je comprends ce qu'il veut dire. Le fait de nous représenter comme des amis plutôt que des adversaires nous distingue tout autant que les costumes enflammés. Demain matin, vous aurez votre première séance d'entraînement. Je vous retrouverai au petit déjeuner pour vous dire exactement comment je vois les choses, nous dit Haymitch. En attendant, allez dormir pendant que les grandes personnes discutent entre elles. Pita et moi descendons le long du couloir qui mène à nos 2 chambres. En arrivant devant ma porte, il s'appuie contre le montant, sans vraiment me barrer le passage, mais en m'obligeant à lui prêter attention. « Incroyable, Deli Cartwright ! Qui aurait cru qu'on verrait son sosie ici ?» Il me demande une explication que je suis tentée de lui donner. Nous savons tous les deux qu'il m'a couverte. Me voilà de nouveau avec une dette envers lui. Si je lui disais la vérité au sujet de la fille, cela rétablirait un peu l'équilibre. Qu'ai-je à craindre ? Même s'il répète l'histoire, on ne pourra pas me faire grand-chose. C'est simplement une scène à laquelle j'ai assisté. Et puis il a menti comme moi au sujet de Deli Cartwright.
Je m'aperçois que j'ai envie de parler de cette fille, de raconter son histoire à quelqu'un qui puisse m'aider à comprendre. Gale aurait été mon premier choix, mais il y a peu de chances que je le revoie un jour. Mettre Pita dans la confidence risque-t-il de lui donner un avantage sur moi ? Je ne vois pas comment. Au contraire, cette marque de confiance lui ferait croire que je le considère comme un ami. Par ailleurs, l'idée de cette fille à la langue coupée me terrifie. Elle me rappelle pourquoi je suis là. Non pas pour parauder avec un joli costume et savourer de la nourriture délicieuse, mais pour connaître une mort sanglante pendant que la foule encourage mon meurtrier. Parler, garder le silence, j'ai encore l'esprit embrumé par le vin. Je fixe le couloir désert comme si j'allais pouvoir y trouver une réponse. Pita perçoit mon hésitation. Est-ce que je t'ai déjà montré la terrasse ? Je fais signe que non. Sina m'y a amené. On y voit pratiquement toute la ville là-haut. Le vent souffle un peu fort, par contre. Je traduis mentalement. Personne ne pourra nous entendre. C'est vrai qu'on a le sentiment d'être sous surveillance ici. Tu me montres ? D'accord, allons-y, propose Pita. Je le suis dans l'escalier qui monte vers le toit. Nous parvenons dans une petite pièce coiffée d'un dôme, avec une porte donnant sur l'extérieur. En sortant dans la nuit fraîche et venteuse, je retiens mon souffle devant la vue. Le Capitole scintille comme une immense prairie parsemée de lucioles. L'électricité est très irrégulière dans le district 12. Nous n'en bénéficions en général que quelques heures par jour. Les soirées se passent souvent à la chandelle. Les seules occasions où l'on peut compter dessus, c'est durant la diffusion des jeux ou quand le gouvernement a une communication à faire à la télévision que tout le monde est tenu de regarder. Mais il semble ici que personne ne connaît les coupures. Jamais. Pita et moi marchons jusqu'à la rambarde. En se penchant par-dessus, on peut voir la rue, au pied de l'immeuble, grouillante de monde. On entend les véhicules, quelques cris, un étrange tintement métallique. Dans le district 12, les gens ne pensent plus qu'à rejoindre leur lit à cette heure-ci. J'ai demandé à Sina pourquoi on nous laissait accéder à la terrasse. S'il n'avait pas peur que certains tribus se jettent dans le vide, dit Pita. Qu'a-t-il répondu ? Que c'est impossible. Pita avance la main vers le vide. On entend un grésillement et il la retire vivement. Une sorte de champ électrique qui te ramène sur le toit. Me voilà rassurée. Même en sachant que c'est Sina qui a montré l'endroit à Pita, je doute que nous soyons vraiment autorisés à monter aussi tard, tout seuls. Je n'ai jamais vu de tribu sur la terrasse du centre d'entraînement. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de caméra. Tu crois qu'on nous observe en ce moment ? Peut-être. Viens donc voir le jardin. De l'autre côté du dôme s'étend un jardin avec des parterres de fleurs et des arbres en pot. Des centaines de carillons sont suspendus aux branches des arbres. Ce sont eux qui produisent le tintement que j'ai remarqué tout à l'heure. Avec le vent qui souffle ce soir, le bruit devrait suffire à couvrir nos messes basses. Pita me dévisage sans rien dire. Je fais semblant de m'intéresser à une fleur et je murmure. Nous chassions dans les bois un jour. Nous étions cachés à guetter le gibier. Ton père et toi ? Demande-t-il en chuchotant lui aussi. Non, mon ami Gale et moi. Tout à coup, les oiseaux ont cessé de chanter. Sauf un, comme s'ils voulaient prévenir les autres. C'est là qu'on l'a vue. Je suis sûre que c'était la même fille. Il y avait un garçon avec elle. Leurs vêtements étaient déchirés, et ils avaient de grosses cernes noires sous les yeux, et ils couraient comme si leur vie en dépendait. Je reste silencieuse un moment. Je me rappelle que la vue des deux inconnus, visiblement étrangers au district, nous avait pétrifiés sur place. Après coup, nous avons regretté de ne pas les avoir aidés. Peut-être aurions-nous pu les cacher, en agissant vite. Ils nous avaient pris par surprise, d'accord, mais Gale et moi étions tous les deux des chasseurs. Nous savons reconnaître un gibier aux abois. Nous avons deviné tout de suite qu'ils avaient des ennuis, mais nous n'avons rien fait. L'Overcraft a surgi de nulle part, dis-je tout bas à Pita. La seconde d'avant, le ciel était vide, et soudain il était là, sans un bruit. Ils l'ont repéré quand même. Un filet s'est abattu sur la fille, et il l'a remontée très vite, aussi vite que l'ascenseur. Ils ont tiré une sorte d'épieu sur le garçon, attaché à un câble avec lequel ils l'ont hissé aussi, mais je suis certaine qu'il était mort. Nous avons entendu la fille crier, une fois, sans doute le nom du garçon, et puis l'Overcraft a disparu, comme ça, volatilisé en plein ciel, et les oiseaux se sont remis à chanter comme si de rien n'était. « Est-ce qu'ils vous ont vu ?» demande Pita. « Je ne sais pas. Nous étions embusqués sous un rocher.
mais je le sais à présent. Il y a eu un instant, juste après le cri du dernier oiseau et avant l'apparition de Lovecraft, où la fille nous a aperçus. Elle a croisé mon regard et nous a appelés à l'aide, mais ni Gale ni moi ne lui avons répondu. « Tu trembles, me dit Pita. Le vent et le récit m'ont glacé jusqu'aux os. Ce cri qu'a poussé la fille. Aurait-ce été le dernier ? Pita enlève sa veste et m'enveloppe dedans. Je fais mine de me dérober, puis je le laisse faire, en décidant d'accepter à la fois sa veste et sa gentillesse. C'est ce que ferait une amie, non ? Tu crois qu'il venait d'ici ? Demande-t-il en fermant un bouton jusqu'au cou. J'acquiesce, ils avaient tous les deux l'allure du Capitole. Le garçon comme la fille. Où crois-tu qu'ils allaient ? Aucune idée. Le district 12 marque la fin de la ligne. Au-delà, il n'y a que des terres sauvages. Si on accepte les ruines du district 13, encore fumantes sous les impacts des bombes toxiques, on nous les montre de temps en temps à la télé pour nous rafraîchir la mémoire. Je me demande bien pourquoi ils ont voulu partir. Haymitch a dit que les muets étaient des traîtres. Mais traîtres à quoi ? Ce ne peut être qu'au Capitole. Pourtant, ils avaient tout ici. Aucune raison de se rebeller. Moi, je partirai, bredouille Pita. Il jette un regard nerveux autour de lui. Il a parlé un peu trop fort. Il s'esclaffe. Je rentrerai chez moi, si je pouvais. Mais il faut reconnaître que la bouffe est extra. Il couvre ses arrières, encore une fois. Quelqu'un qui n'aurait entendu nous croirait avoir surpris des propos d'un tribut terrorisé et non une remise en cause de la bonté ineffable du Capitole. Ça se rafraîchit. Nous ferions mieux de rentrer, dit-il. Sous le dôme, nous retrouvons la lumière et la chaleur. Il poursuit sur le ton de la conversation. Ton ami Gale, c'est celui qui a emporté ta sœur lors de la moisson ? Oui, tu le connais ? Pas vraiment. J'entends souvent les filles en parler. Je croyais que c'était ton cousin ou quelque chose comme ça. Vous vous entendez bien tous les deux ? Oui, mais il n'y a aucun lien de parenté entre nous. Pita hoche la tête d'un air étrange. Il est passé te dire adieu ? Oui, dis-je, en l'observant attentivement. Ton père aussi, d'ailleurs. Il m'a apporté des cookies. Pita hausse les sourcils comme s'il n'était pas au courant. Mais après l'avoir vu mentir avec autant d'aplomb, je reste sceptique. Ah bon ? C'est vrai qu'il vous aime bien, ta sœur et toi. Je crois qu'il aurait voulu avoir une fille plutôt que des garçons. L'idée que l'on ait pu évoquer mon nom dans la maison de Pita, à table, devant le four ou même comme ça, dans une conversation, me surprend. C'était sûrement pendant que la mère était dans une autre pièce. Mon père connaissait ta mère quand ils étaient petits, ajoute Pita. Autre surprise, mais probablement vraie. Ah oui, elle a grandi en ville. Je préfère ne pas lui dire qu'elle n'a jamais mentionné le boulanger autrement que pour vanter son pain. Nous arrivons devant ma porte. Je lui rends sa veste. Allez, à demain matin. Bonne nuit, me dit-il, avant de s'éloigner dans le couloir. Dans ma chambre, je tombe sur la rousse en train de ramasser ma combinaison et mes bottes à l'endroit où je les ai laissées, par terre devant la douche. Je voudrais m'excuser pour tout à l'heure, au cas où je lui aurais attiré des ennuis. Je me souviens alors que je ne suis pas censée lui adresser la parole, sauf pour lui donner un ordre. Oh, pardon, dis-je. Je devrais les rapporter à Sina. Désolée, tu veux bien t'en charger ? Elle évite mon regard, hoche brièvement la tête et gagne la porte. Je lui dirai bien que je regrette pour le dîner, mais je sais que mes excuses remontent à beaucoup plus loin. J'ai honte de n'avoir rien fait pour l'aider dans les bois, d'avoir laissé le Capitole tuer son compagnon et la mutiler sans lever le petit doigt, comme si je suivais les jeux à la télé. Je me débarrasse de mes chaussures d'un coup de pied et je me glisse tout habillée dans les draps. Je tremble toujours. Peut-être que la fille ne se souvient pas de moi, mais je sais que si. On n'oublie pas le visage de la personne qui a représenté votre dernier espoir. Je tire la couverture sur ma tête, comme pour me protéger de la rousse qui ne peut plus parler. Mais je sens ses yeux fixés sur moi, qui transpercent les murs, la porte, les draps. Je me demande si elle aura plaisir à me regarder mourir. Mon sommeil est agité, plein de rêves troublants. Je revois le visage de la rousse, mêlé à des images macabres d'éditions antérieures des jeux.
Je vois ma mère repliée sur elle-même, inaccessible, et Prime émaciée, terrifiée. Je me réveille en hurlant à mon père de s'enfuir, alors que la mine explose en 1000 fragments lumineux. L'aube pointe derrière la baie vitrée. La brume donne au Capitole une allure fantomatique. J'ai mal à la tête et j'ai dû me mordre la joue pendant la nuit. Je touche la plaie du bout de la langue et je sens le goût du sang. Laborieusement, je m'extirpe du lit et me traîne sous la douche. Je pousse plusieurs boutons au hasard sur le panneau de contrôle. Je me retrouve à sautiller d'un pied sur l'autre sous les assauts des jets tour à tour glacés et brûlants. Après quoi, je suis noyée sous une mousse citronnée dont je dois me débarrasser à la brosse dure. Au moins, cela fait circuler le sang. Une fois séchée et enduite de lotion, je trouve une tenue préparée à mon intention devant l'armoire. Un pantalon noir moulant, une tunique bordeaux à manches longues et des chaussures en cuir. Je rassemble mes cheveux en une natte dans le dos. C'est la première fois depuis le matin de la moisson que j'ai l'air naturel. Sans coiffure compliquée, sans costume, sans capes enflammées. Je me retrouve enfin. C'est comme si je partais chasser dans les bois. Cela me détend. Haymitch ne nous a pas indiqué l'heure pour le petit déjeuner, et personne n'est encore venu frapper à ma porte, mais j'ai faim. Je prends donc la direction de la salle à manger, en espérant y trouver ce qu'il faut. Je ne suis pas déçue. La table est vide, mais il y a une bonne vingtaine de plats qui m'attendent sur un buffet, le long du mur. Un jeune homme, un muet, se tient à côté, au garde à vous. Quand je lui demande si je peux me servir, il fait oui de la tête. Je remplis mon assiette d'œufs, de saucisses, de cake glacé à la confiture d'orange, de tranches de pastèque. Tout en m'empiffrant, je regarde le soleil se lever sur le Capitole. Ensuite, j'engloutis une assiette de céréales noyée dans un ragoût de bœuf. Et enfin, je retourne chercher des petits pains que je brise et que je trempe dans le chocolat chaud, comme Pita me l'a montré dans le train. Mes pensées s'égarent en direction de ma mère et de Prime. Elles doivent être levées à cette heure-ci. Ma mère prépare sans doute une bouillie pour le petit déjeuner. Prime doit traire sa chèvre avant de partir à l'école. Il y a 2 jours à peine, je me réveillais encore chez moi. 2 jours ? Eh oui. Et maintenant, la maison me paraît vide, même à distance. Qu'ont-elles dit hier soir de mon entrée flamboyante dans les jeux ? Cela leur a-t-il donné espoir, ou bien la réalité des 24 tribus, à la parade, a-t-elle renforcé leur appréhension, sachant qu'un seul en sortira vivant ? Haymitch et Pita arrivent, me saluent et vont se servir. Je suis agacée de constater que Pita porte exactement le même ensemble que le mien. Il faudra que j'en touche 2 mots à Sina. Ce numéro des jumeaux va nous exploser en pleine figure après le début des jeux. Il le sait forcément. Je me souviens alors du conseil d'Haymitch, qui nous a dit d'accepter sans discussion les décisions des stylistes. Si ce n'était pas Pita, je serais tentée de... Si ce n'était pas Sina, je serais tentée de protester. Mais après notre triomphe de la veille, il serait malvenu de critiquer ses choix. L'entraînement me rend nerveuse. Il va durer 3 jours, au cours desquels tous les tribus s'entraîneront ensemble. Le dernier après-midi, chacun aura l'occasion de démontrer son savoir-faire en privé devant les juges. Cette idée d'une rencontre avec les autres tribus me noue l'estomac. Je tourne et retourne entre mes mains les petits pains que je viens de prendre dans le panier, mais j'ai perdu l'appétit. Après s'être resservi plusieurs fois de ragoût, Haymitch repousse son assiette avec un soupir. Il sort une flasque de sa poche, s'offre une longue rasade, puis pose les 2 coudes sur la table. Bon, passons aux choses sérieuses. L'entraînement. Pour commencer, il faut savoir que je peux vous conseiller séparément. C'est à vous de choisir. Quel est l'intérêt, je demande. L'un de vous pourrait avoir un talent secret qu'il souhaite cacher à l'autre, répond Haymitch. J'échange un regard avec Pita. Je n'ai aucun talent secret, déclare-t-il, et je connais déjà le tien, pas vrai ? Je veux dire, j'ai suffisamment profité de tes écureuils. Je n'avais encore jamais imaginé que Pita puisse manger les écureuils que j'abattais. J'avais toujours cru que le boulanger les faisait rôtir pour lui seul et les dégustait dans son coin. Non pas par avarice, mais parce que les familles de la ville mangent généralement de la viande qu'elles achètent chez le boucher. Du bœuf, du poulet, du cheval. Vous n'avez qu'à nous conseiller ensemble, dit Haymitch. Pita acquiesce.
Très bien. Donnez-moi une idée de ce que vous savez faire, nous suggère notre mentor. Je ne sais pas faire grand-chose, répond Pita. Savoir pétrir le pain, ça compte? J'ai bien peur que non. Katniss, tu m'as déjà montré que tu savais jouer du couteau. Pas vraiment. Par contre, je sais chasser, dis-je, avec un arc et des flèches. Et tu es bonne? S'inquiète Haymitch. Je réfléchis à la question. Je nourris ma famille depuis 4 ans, ce qui n'est pas rien. Mais je ne suis pas aussi bonne que l'était mon père, mais il avait plus d'expérience. Et je suis meilleure tireuse que Gale, mais là, c'est moi qui ai plus d'expérience. Lui, c'est surtout un génie des pièges et des collets. Je me débrouille, dis-je. Elle est excellente, intervient Pita. Mon père lui achète ses écureuils. Il s'extasie toujours sur leur fourrure intacte. Elle les atteint en plein dans l'œil. Même chose pour les lapins qu'elle revend au boucher. Elle est même capable d'abattre un daim. Je suis vraiment surprise par cet éloge venant de Pita. D'abord, qu'il m'ait remarqué. Ensuite, qu'il me mette en valeur ainsi. Qu'est-ce que tu fabriques? Je lui demande d'un ton soupçonneux. Qu'est-ce que tu fabriques toi? Rétorque Pita. Si tu veux qu'il puisse t'aider, Haymitch doit savoir de quoi tu es capable. Ne te sous-estime pas. J'ignore pourquoi, mais cette réponse m'agace. Et toi alors, dis sèchement. Je t'ai vu au marché, tu peux soulever des sacs de farine de 50 kilos. Ce n'est pas rien. Oui, je suis sûre que l'arène sera pleine de sacs de farine que je pourrai jeter à la tête des autres. Et ce n'est pas comme si je ne savais me servir d'une arme. Tu sais bien que c'est différent. C'est un bon lutteur, expliquai-je à Haymitch. Il est sorti 2e de la compétition de l'école l'année dernière, juste derrière son frère. Et alors, combien de fois as-tu vu un concurrent en éliminer un autre à main nue? Demande Pita avec dégoût. Il y a toujours du corps à corps. Il te suffit de mettre la main sur un couteau et alors tu auras une chance. Tandis que si on me tombe dessus, je suis morte. J'entends ma voix grimper d'un octave sous le coup de la colère. Sauf qu'on ne te verra même pas. Tu seras caché dans un arbre, à manger des écureuils crus et à abattre tes concurrents avec tes flèches. Tu sais ce que ma mère a dit quand elle m'a fait ses adieux, comme pour me remonter le moral? Que le district de 12 aurait peut-être enfin un vainqueur. Et j'ai réalisé que ce n'était pas de moi dont elle parlait, mais de toi, explose Pita. Oh, mais non, elle parlait de toi, je réponds avec un petit geste de la main. Elle a dit, c'est une survivante, celle-là. Celle-là, insiste Pita. Je reste muette. Sa mère a-t-elle vraiment dit ça de moi? Me donne-t-elle plus de chance qu'à son propre fils? Je lis la souffrance dans les yeux de Pita, et je sais qu'il ne ment pas. Je me revois soudain derrière la boulangerie, et je sens la pluie glaciale qui coule dans mon dos, la faim qui me tenaille le ventre. Je n'ai que 11 ans, quand je dis d'une petite voix, seulement parce qu'on m'a aidé. Pita baisse les yeux sur le pain que je tiens à la main, et je sais qu'il se souvient de ce jour-là, lui aussi. Mais il se contente de hausser les épaules. On t'aidera aussi dans l'arène. Les gens se battront pour te sponsoriser. Pas plus que pour toi, dis-je. Pita lève les yeux au ciel, puis se tourne vers Haymitch. Elle ne se rend pas compte de l'effet qu'elle peut produire. Il griffe la table du bout des ongles, en évitant mon regard. Mais de quoi diable parle-t-il? Des gens se bousculeraient pour m'aider? Personne ne m'a aidé quand nous étions en train de mourir de froid et de faim. Personne sauf Pita. Les choses ont changé lorsque j'ai eu quelque chose à négocier. Je suis coriace en affaires. Mais le suis-je vraiment? Quelle impression puis-je donner aux autres? Celle d'une pauvre fille dans le besoin? Est-il en train de suggérer qu'on m'achèterait mes prises un bon prix parce qu'on avait pitié de moi? J'essaye de me poser sincèrement la question. Serait-ce vrai? A-t-il pu arriver que certains marchands se montrent généreux? Il a pu arriver que certains marchands se montrent généreux, mais j'ai toujours attribué cela à leur relation de longue date avec mon père. Et puis je ne leur apportais que du premier choix. Personne n'a eu pitié de moi. Je jette un regard noir au pain. Je suis persuadée que Pita a voulu m'insulter. Au bout d'un long moment, Haymitch rompt le silence. Bon, je vois. D'accord. Katniss, il n'y a aucune garantie qu'on vous fournisse des arcs et des flèches dans l'arène. Mais au cours de ta séance privée devant les juges, montre-leur ce que tu sais faire. En attendant, ne t'approche même pas d'un arc. Es-tu doué avec les pièges? Je sais tendre quelques monnaies, quelques collets, dis-je en marmonnant. Cela pourra être utile pour te nourrir, continua Haymitch. Et Pita, elle a raison, ne sous-estime pas l'intérêt de la force dans l'arène. Très souvent, c'est la puissance physique qui fait la différence. Vous aurez des poids au centre d'entraînement. Mais
ne fais pas voir aux autres tribus combien tu peux soulever. Le plan est le même pour tous les deux. Participez à l'entraînement de groupe, profitez-en pour apprendre quelque chose de nouveau pour vous. Lancer de javelot, manier une massue, faire des nœuds. Gardez la démonstration de vos talents pour votre séance privée. C'est bien compris ? Pita et moi hochons la tête. Une dernière chose. En public, je veux que vous restiez en permanence l'un avec l'autre, dit Haymitch. Nous commençons à protester tous les deux, mais Haymitch fait claquer sa main sur la table. En permanence. On ne discute pas. Vous avez accepté de faire ce que je vous dirai. Vous resterez ensemble, vous vous montrez gentils l'un avec l'autre. Et maintenant, dehors. Effie vous prendra devant l'ascenseur à 10h pour l'entraînement. Je me mords la lèvre, je regagne ma chambre à grands pas et je m'assure que Pita m'entende claquer la porte. Je m'assois sur le lit. Je déteste Haymitch, je déteste Pita, je me déteste pour avoir mentionné ce fameux jour, il y a si longtemps, sous la pluie. Quelle blague que Pita et moi faisions semblant d'être amis. Qu'on souligne les qualités de l'un et l'autre, qu'on insiste pour le mettre en valeur. Parce qu'en fait, tôt ou tard, il faudra bien tomber le masque et reconnaître que nous sommes des ennemis mortels. Ce que j'étais prête à faire sur le champ, sans cette stupide consigne d'Haymitch, qui nous oblige à rester toujours ensemble à l'entraînement. C'est ma faute, je suppose. Je n'aurais pas dû lui dire que j'étais ok pour qu'il nous conseille en même temps. Mais cela ne signifie pas que je voulais tout faire en compagnie de Pita, lequel d'ailleurs ne montre pas plus d'enthousiasme que moi à cette idée. J'entends encore Pita dans ma tête. Elle ne se rend pas compte de l'effet qu'elle peut produire. À l'évidence, il a dit ça pour me rabaisser, non ? Pourtant, au fond de moi, une petite voix se demande s'il ne s'agirait pas d'un compliment, une manière de laisser entendre que je ne manque pas de charme. C'est drôle de voir tout ce qu'il a retenu à mon sujet, mes prouesses à la chasse par exemple. Et apparemment, j'ai fait plus attention à lui que je ne le croyais. La farine, la lutte, je n'ai jamais oublié le garçon des pins. Il est bientôt 10h. Je me brosse les dents et me plaque les cheveux en arrière. La colère m'a fait oublier un moment la rencontre avec les autres tribus, mais maintenant, je sens mon appréhension revenir. Et en rejoignant Effie et Pita devant l'ascenseur, je me surprends à me ronger les ongles. J'arrête aussitôt. Les salles d'entraînement sont situées dans le sous-sol de notre immeuble. Avec ces ascenseurs, la descente dure moins d'1 minute. Les portes s'ouvrent sur un immense gymnase, rempli d'armes et de parcours d'obstacles. Bien qu'il ne soit pas encore 10h, nous sommes les derniers. Les autres tribus sont déjà réunies en cercle, tendus. Chacun porte, épinglé à sa chemise, un carré de tissu avec le numéro de son district. Pendant qu'on m'accroche un numéro 12 dans le dos, j'effectue un rapide tour d'horizon. Pita et moi sommes les seuls à être habillés de la même façon. Dès que nous avons rejoint le cercle, l'entraîneur en chef, une grande femme athlétique qui se présente sous le nom d'Atala, vient nous expliquer le programme. Des experts vont animer divers ateliers. Nous sommes libres de passer d'un atelier à l'autre, selon les instructions de nos mentors. Certains experts enseignent la survie, d'autres des techniques de combat. Les exercices offensifs avec un autre tribu sont strictement interdits. Au cas où nous aurions besoin de nous entraîner avec un partenaire, des assistants sont à notre disposition. Alors qu'Atala énumère la liste des ateliers proposés, je ne peux m'empêcher de regarder furtivement les autres tribus. C'est la première fois que nous sommes réunis comme ça, vêtus simplement. Mon cœur se serre. Quasiment tous les garçons et plus de la moitié des filles sont plus costauds que moi, même si bon nombre d'entre eux n'ont jamais mangé à leur faim. Ça se voit à leur physique, à leur peau et à leurs yeux creusés. Je suis peut-être petite, mais l'ingéniosité familiale me donne un avantage. Je me tiens droite, et même si je ne suis pas épaisse, j'ai de la force. La viande et les plantes que je rapporte des bois, ainsi que l'exercice physique que cela suppose, m'ont donné un corps plus sain que la plupart de ceux que je vois autour de moi. À l'exception, bien sûr, des enfants des districts les plus aisés, les volontaires bien nourris et qui s'entraînent depuis leur naissance. C'est généralement le cas des tribus du 1, du 2 et du 4. En principe, entraîner un tribu avant son arrivée au Capitole est contraire à la règle, mais cela se produit chaque année. Au district 12, nous les appelons les tribus de carrière, ou simplement les carrières. Le vainqueur est le plus souvent l'un d'entre eux. La maigre avance que je pouvais avoir en arrivant au centre d'entraînement, mon entrée flamboyante la veille au soir, semble s'évaporer en présence de la concurrence.
Les autres tribus étaient jaloux, mais pas de nous, de nos stylistes. Aujourd'hui, je ne lis que du mépris dans le regard des tribus de carrière. Chacun d'eux fait plus de 25 à 50 kilos de plus que moi. Ils débordent d'arrogance et de brutalité. Dès qu'Atala nous libère, ils se dirigent droit vers les armes les plus effrayantes du gymnase, qu'ils manient avec aisance. Je suis en train de me dire que j'ai de la chance de savoir courir aussi vite quand Pita me touche le bras. Je sursaute. Il est resté à côté de moi, comme Haymitch nous l'a proposé. Son expression est neutre. Par où veux-tu commencer ? Je regarde les tribus de carrière qui se pavanent, tâchant clairement de nous intimider. Puis les autres, les mal nourris, les maladroits, qui suivent en tremblant leur première leçon avec un couteau et une hache. Et si on allait nouer quelques nœuds, je suggère. Ça marche, répond Pita. Nous nous approchons d'un atelier désert où l'instructeur paraît ravi d'avoir des élèves. On sent que le cours de nœuds n'est pas un incontournable des Hunger Games. Quand il réalise que je possède quelques notions en matière de coller, l'instructeur nous montre un piège tout simple, mais excellent, qui peut laisser un concurrent humain accroché par le pied au bout d'une branche. Nous nous concentrons là-dessus pendant 1 heure, jusqu'à ce que nous ayons tous les deux maîtrisé la technique. Puis nous passons au camouflage. Pita semble apprécier vraiment cet atelier. Barbouiller sa peau pâle de boue, d'argile et de baies écrasées, se couvrir de feuilles et de plantes grimpantes. L'instructeur manifeste un enthousiasme devant le travail de Pita. C'est moi qui m'occupe des gâteaux, avoue Pita. Les gâteaux ? J'étais en train de regarder le garçon du district 2 planter un javelot dans le cœur d'un mannequin à 15 mètres de distance. Quel gâteau ? Chez nous, à la boulangerie, je fais les glaçages. Il veut parler de ceux qu'ils exposent en vitrine. Les gâteaux fantaisie ornés de fleurs et d'autres jolies décorations en sucre, destinées aux anniversaires ou au Nouvel An. Chaque fois que nous passions sur la place, Prime insistait pour aller les admirer, même si nous n'avions jamais pu nous en offrir un. Il y a si peu de belles choses dans le district 12 que je n'avais pas le cœur à lui refuser ce plaisir. J'examine d'un œil plus attentif les motifs sur le bras de Pita. L'alternance des teintes claires et foncées rappelle les raies du soleil tamisées par le feuillage. Je me demande où il a pu voir ça, car je doute qu'il ait franchi le grillage. Serait-ce uniquement en observant le vieux pommier rabougri derrière chez lui ? Je ne sais pourquoi, mais tout cela, son habileté, les gâteaux inaccessibles, les louanges de l'expert en camouflage, commencent à me porter sur les nerfs. Très joli. Dommage qu'on ne puisse pas se glacer à mort nos adversaires, dis-je. Ne prends pas cet air supérieur. On ne sait jamais ce qu'on risque de découvrir une fois dans l'arène. Suppose qu'on tombe sur un gâteau géant, réplique Pita. Suppose qu'on passe à autre chose. 3 jours s'écoulent ainsi, durant lesquels Pita et moi allons d'atelier à un autre, sans faire de vagues. Nous apprenons 2 ou 3 autres choses utiles, comme faire du feu, lancer un couteau, construire un abri. En dépit des recommandations d'Haymitch, Pita brille au combat de corps à corps, et je passe l'épreuve des plantes comestibles sans même un battement de cils. Nous restons loin des arcs et des poids cependant. Nous gardons cela en réserve pour nos séances privées. Les juges font leur apparition dès le premier jour. Une vingtaine d'hommes et de femmes en robe violette. Ils prennent place dans les gradins, s'approchent parfois pour mieux suivre certains exercices, griffonnent quelques lotres, et puis, ou bien se remplissent la panse devant l'énorme buffet préparé à leur intention, sans plus d'intérêt à nous. Ils semblent néanmoins garder un œil sur les tribus du district 12. Plusieurs fois, je surprends leur regard fixé sur moi. Ils s'entretiennent également avec nos instructeurs pendant nos repas. Nous les trouvons toujours occupés à discuter à notre retour. Le petit déjeuner et le dîner sont servis dans les étages, mais le déjeuner se prend en commun dans une grande salle à côté du gymnase. La nourriture est déposée sur des chariots et chacun se sert tout seul. Les tribus de carrière ont tendance à s'installer bruyamment à une même table. C'est une manière d'afficher leur supériorité, de proclamer qu'ils n'ont pas peur les uns des autres et que le reste de nous est indigne de leur attention. La plupart des autres s'installent dans un coin comme des moutons égarés. Personne ne nous adresse la parole. Pita et moi mangeons ensemble et sur l'insistance d'Haymitch, nous nous appliquons à bavarder aimablement pendant le repas.
Trouver un sujet de conversation n'est pas toujours facile. Parler de chez nous est douloureux, aborder le présent est insoutenable. Pita renverse la corbeille de pain pour me montrer ce qu'on a pris la précaution d'y inclure des pains de tous les districts, en plus du pain blanc du Capitole. Le pain vert aux algues, en forme de poisson, du district 4, les pains en croissant, constellés de sésame du district 11. Ils ont beau avoir la même composition, ils ont tous l'air beaucoup plus appétissants que les biscuits indigestes auxquels nous sommes habitués chez nous. Et voilà, conclut Pita, en ramassant les pains et en les remettant dans la corbeille. Tu en sais des choses. Seulement sur le pain, regrette-t-il. Allez, ris comme si je venais de dire quelque chose de drôle. Nous nous esclaffons tous les deux, de manière peu crédible, sans prêter attention au regard noir qu'on nous lance à travers la salle. Très bien. Je continue à sourire comme une idiote. Et toi, tu parles, dit Pita. À sourire comme un idiot, et toi tu parles, dit Pita. Ça nous épuise tous les deux, de jouer la comédie de l'amitié, comme l'a demandé Haymitch. Parce que, depuis que j'ai claqué la porte, un froid s'est installé entre nous. Nous nous y tenons néanmoins. Je t'ai déjà rencontré la fois où j'ai été pourchassée par un ours brun à qui j'avais volé du miel. Non, répond Pita, mais ça a l'air fascinant. Je m'efforce de prendre un air enjoué en me rappelant cette histoire authentique. Pita explose de rire, pose des questions. Il est bien meilleur que moi à ce jeu-là. Le deuxième jour, alors que nous nous essayons au lancer de javelot, il me chuchote. J'ai l'impression qu'on nous suit. Je lance mon javelot, pas trop mal d'ailleurs, tant que la distance n'est pas trop grande, et je me retourne. J'aperçois la fillette du district 11 à quelques pas, qui nous observe. C'est celle qui a 12 ans et qui me fait penser à Prime. De près, on ne lui en donnerait à peine 10. Elle a des grands yeux noirs, une peau sombre et satinée. Elle se tient sur la pointe des pieds, les bras légèrement écartés, comme si elle se préparait à prendre son envol au moindre bruit. Impossible de ne pas penser à un oiseau. Je ramasse un autre javelot pendant que Pita lance le sien. Je crois qu'elle s'appelle roux, me glisse-t-il à voix basse. Je me mords les lèvres. La roux est une plante médicinale à fleurs jaunes qui pousse dans le pré. Roux, primrose. Aucune des deux ne dépasse les 30 kilos. Qu'est-ce que veux-tu qu'on y fasse ? Je demande avec plus de hargne que je n'aurais voulu. Rien du tout, riposte-t-il. C'était juste histoire de causer. Sachant qu'elle est là, il m'est difficile de continuer à ignorer la gamine. Elle nous accompagne à plusieurs ateliers. Comme moi, elle connaît bien les plantes, grimpe avec adresse et vise très honorablement. Elle touche la cible à tous les coups avec une fronde. Mais que vaut une fronde contre un garçon de 100 kilos armé d'une épée ? De retour à l'étage du district 12, Haymitch et Effie nous bombardent de questions tout au long du petit déjeuner et du dîner. Qu'avons-nous fait ? Sous l'œil de qui ? Comment se sont débrouillées les autres tribus ? Sina et Portia n'étant pas là, il n'y a personne pour apporter un peu de bon sens dans ce repas. Non pas qu'Haymitch et Effie continuent de se disputer, non. Au contraire, on dirait qu'ils ne forment plus qu'un seul esprit, bien résolu à nous modeler comme il convient. Ils ont toujours une foule d'indications sur ce que nous devons faire ou pas à l'entraînement. Pita endure leurs conseils avec plus de patience, mais je deviens maussade, grognon. Le deuxième soir, alors que nous fouillons la salle à manger pour regagner nos chambres, Pita marmonne. Il faudrait faire boire un peu Haymitch. J'émets un son entre le rire et le reniflement. Mais je me reprends. Je n'en peux plus de passer sans arrêt de la camaraderie à la foidreur. Au début, au moins dans l'arène, je saurai ce qu'il en est. Arrête, ne faisons pas semblant quand nous sommes seuls. Comme tu veux, Katniss, dit-il avec lassitude. Après cela, nous ne nous adressons plus la parole qu'en présence de tiers. Au 3e jour de l'entraînement, on commence à nous appeler après le déjeuner pour les séances privées avec les juges. District après district, d'abord les garçons, ensuite les filles. Comme d'habitude, le district 12 passe en dernier. Nous patientons dans la salle à manger, faute de mieux. Ceux qui ont déjà été appelés ne reviennent plus. À mesure que la salle se vide, la pression des autres s'allège. Quand c'est le tour de Roux, il ne reste plus que nous deux. Nous demeurons assis en silence jusqu'à ce que l'on appelle Pita.
Il se lève. Souviens-toi bien de ce qu'a dit Haymitch. Impressionne-les avec les poids. Ces mots ont jailli tout seuls de ma bouche. Merci. Compte sur moi, dit-il. Et toi ? Vise juste. J'acquiesce. Je ne sais pas pourquoi je lui ai dit ça. Mais quitte à perdre, j'aimerais autant que ce soit Pita qui gagne. Ce serait mieux pour notre district, pour Prime et pour ma mère. Au bout d'une quinzaine de minutes, on m'appelle. Je lisse mes cheveux, redresse les épaules et pénètre dans le gymnase. Je sens tout de suite que l'affaire est mal engagée. Les juges sont là depuis trop longtemps. Ils viennent d'assister à 23 démonstrations. La plupart d'entre eux ont bu, trop de vin. Ils ne songent plus qu'à rentrer chez eux. Je n'ai pas d'autre choix que de m'en tenir au plan. Je m'avance vers le stand de tir à l'arc. Oh, ces armes qu'ils ont, voilà des jours que je rêve de poser mes mains dessus. Des arcs en bois, en plastique, en métal et en autres composants que je ne saurais pas bien nommer. Les flèches à l'empennage parfait, impeccablement taillées. Je saisis un arc, je le tends et jette un carquois plein sur mon épaule. Un espace de tir a été prévu, mais il est trop limité. Rien que des cibles rondes, banales ou des silhouettes humaines. Je me place au centre du gymnase et je choisis ma première cible. Un mannequin d'entraînement au lancer du couteau. En bandant l'arc, je sens que quelque chose cloche. La corde est plus tendue que celle à laquelle je suis habituée. La flèche est plus rigide. Je rate le mannequin de quelques centimètres et je perds le peu d'attention qu'on m'accordait jusque-là. J'éprouve une brève bouffée d'humiliation. Je reviens aux cibles rondes et je tire encore et encore jusqu'à avoir l'arme bien en main. De retour au centre du gymnase, je reprends ma position initiale et je transperce le mannequin en plein cœur. Puis je coupe la corde du sac de frappe qui s'éventre en se renversant par terre. Sans un temps mort, je roule sur une épaule, me relève sur un genou et tire une flèche dans l'un des projecteurs suspendus au plafond du gymnase. Une cascade d'étincelles dégringole. C'est du grand art. Je me tourne vers les juges. Quelques-uns hochent la tête d'un air approbateur, mais la plupart sont focalisés sur un cochon rôti qui vient d'être apporté sur la table du buffet. Soudain, je suis furieuse. Ma vie est en jeu et ils n'ont pas la décence de m'accorder un regard. Ils préfèrent s'intéresser à un cochon crevé. Mon pouce s'emballe, mes joues s'échauffent. Sur un coup de tête, je sors une flèche de mon carquois et la décoche vers la table des juges. Tout le monde s'écarte avec un cri d'effroi. Ma flèche arrache la pomme dans la gueule du cochon et la cloue au mur. On me dévisage avec incrédulité. « Merci pour votre attention, dis-je. Une légère courbette, puis je gagne la sortie sans attendre qu'on me le demande. En sortant à grands pas, je balance mon arc d'un côté et mon carquois de l'autre. Je bouscule au passage les muets éberlués qui gardent l'ascenseur et j'enfonce rageusement le bouton du 12e. Les portes s'ouvrent, je m'engouffre dans la cabine. Je réussis à retenir mes larmes jusqu'à mon étage. Les autres m'appellent depuis la salle à manger, mais je fonce dans ma chambre, m'enferme à double tour et me jette sur mon lit. Et là, je me mets à pleurer pour de bon. Cette fois, c'est fichu. J'ai tout gâché. À supposer que j'ai jamais eu l'ombre d'une chance, elle s'est envolée en fumée quand j'ai tiré cette flèche vers les juges. Que va-t-on faire de moi ? M'arrêter ? M'exécuter ? Me couper la langue et me changer en muette au service des futures tribus de Panem ? Quelle mouche m'a piqué de tirer sur les juges ? Bien sûr, ce n'est pas ce que j'ai fait. J'ai tiré sur la pomme, parce que j'étais furieuse face à leur indifférence. Je n'essayais pas de tuer qui que ce soit. Sinon, il y aurait au moins eu un mort. Oh, et puis quelle importance ! Ce n'est pas comme si je risquais de remporter les jeux. Peu importe ce qu'on me fera. Ce qui m'inquiète davantage, ce sont les conséquences pour ma mère et pour Prime. L'idée qu'on puisse leur faire payer mon coup de folie. Va-t-on leur confisquer leurs chèvres, leurs maigres biens, envoyer ma mère en prison et Prime au foyer communal, les tuer ? Non, on n'oserait pas les tuer quand même. Et pourquoi pas ? Pourquoi se gênerait-on ? J'aurais dû rester à ma place et m'excuser. Ou bien éclater de rire comme s'il s'agissait que d'une plaisanterie. J'aurais peut-être bénéficié d'une certaine clémence. Au lieu de quoi, j'ai quitté les lieux à la manière la plus insolente qu'il soit. Haymitch et Effie viennent frapper à ma porte. Je leur crie de me ficher la paix, ce qu'ils finissent par faire. Je sanglote pendant au moins 1 heure.
Puis je reste pelotonné dans mon lit, à caresser les draps de soie, en regardant le soleil se coucher sur un Capitole aux couleurs de sucre candi. Au début, je m'attends à voir débarquer les gardes, mais plus le temps passe, et moins cela me paraît probable. Je me calme. On a encore besoin d'une fille du district 12, après tout. Si les juges veulent me punir, ils peuvent le faire publiquement, attendre que je sois dans l'arène, et lâcher les bêtes sauvages qui me dévoreront, en s'assurant que je n'ai ni arc, ni flèche sous la main pour me défendre. Avant cela, cependant, ils me donneront un score si bas qu'aucun sponsor digne de ce nom ne voudra s'intéresser à moi. C'est ce qui se passera ce soir. L'entraînement n'est pas ouvert aux caméras, les juges annoncent les scores de chaque participant. Le public dispose ainsi d'une base pour les paris qui se déroulent tout au long des jeux. Ce nombre compris entre 1 et 12, 1 étant calamiteux et 12 pratiquement inaccessible, traduit le potentiel de chaque tribu. Ce n'est en aucun cas une garantie de victoire. Il indique seulement quelles tribus ont montré le plus de prouesses à l'entraînement. En raison des impondables de l'arène, chaque tribu à haut score est souvent le premier à succomber. Voilà quelques années, un garçon qui a remporté les jeux n'avait reçu qu'un 3. Néanmoins, ce score peut handicaper un tribu en termes de sponsors. J'espérais que mes talents d'archère me vaudraient un 6 ou un 7, même si je manque un peu de puissance. Maintenant, je suis certaine d'avoir le score le plus faible des 24. Or, si personne ne s'offre à me sponsoriser, mes chances de rester en vie ne se réduisent presque plus qu'à néant. Quand Effie vient frapper à ma porte pour me convier à dîner, je décide d'y aller. Les scores seront annoncés à la télévision ce soir. Pas question de pouvoir garder le secret sur ce qu'il s'est passé. Je me rends à la salle de bain et me passe de l'eau sur le visage, mais j'ai toujours les yeux rouges et gonflés. Tout le monde m'attend à table, y compris Sina et Portia. J'aurais préféré que les stylistes ne me voient pas, car à ma grande surprise, je n'aime pas l'idée de les décevoir. Comme si j'avais fichu en l'air leur excellent travail lors de la cérémonie d'ouverture. J'évite les regards et je trempe ma cuillère dans ma soupe de poisson. Son goût salé me rappelle mes larmes. Les adultes parlent des prévisions météo et je croise le regard de Pita. Il hausse les sourcils. Une question. Que s'est-il passé ? Je secoue légèrement la tête. Et puis, alors qu'on nous sert le plat de résistance, Haymitch déclare. Très bien. Assez tourné autour du pot. À quel point avez-vous été mauvais aujourd'hui ? Pita se jette à l'eau. Je ne suis pas sûre que ça fasse une différence. Quand je suis entrée, c'est à peine s'ils ont tourné la tête dans ma direction. Ils entonnaient une sorte de chanson à boire, je crois. Alors j'ai balancé 2 ou 3 trucs lourds à droite à gauche, jusqu'à ce qu'on me dise que je pouvais m'en aller. Voilà qui me rassure un peu. Pita n'a peut-être pas attaqué les juges, mais au moins, lui aussi a été méprisé. Et toi, chérie ? Me demande Haymitch. M'entendre appeler chérie par Haymitch me hérisse le poil, si bien que je rétorque. J'ai tiré une flèche sur les juges. Tout le monde s'arrête de manger. Tu as fait quoi ? L'horreur qui transparaît dans la voix des filles confirme mes pires appréhensions. Je leur ai tiré dessus. Enfin, pas sur eux, à proprement parler, dans leur direction. Comme a raconté Pita, j'étais en train de viser, ils ne faisaient pas attention à moi, et je me suis énervée. J'ai dégommé une pomme dans la gueule de leur stupide cochon rôti. Je termine cette tirade sur un ton de défi. Comment ont-ils réagi ? S'enquiert prudemment Sina. Je n'en sais rien. Je suis partie tout de suite après. Sans attendre qu'on te donne la permission ? S'esclaffe Effie. Je me la suis donnée toute seule. Je me souviens d'avoir promis à Prime de faire mon possible pour gagner. J'ai l'impression qu'une tonne de charbon vient de s'abattre sur mes épaules. Bon, ce qui est fait, dit Haymitch. Il entreprend de se beurrer un petit pain. Vous croyez qu'on va m'arrêter ? Je demande. J'en doute, répond Haymitch. Ce ne serait pas évident de te remplacer à ce stade. Et ma famille, j'insiste. Vous croyez qu'elle risque quelque chose ? Je ne pense pas, dit Haymitch. Ça n'aurait guère de sens. Il faudrait dévoiler ce qui s'est passé au centre d'entraînement pour que ça puisse avoir un impact sur la population. Les gens auraient besoin de savoir ce que tu as fait. Mais comme ça doit rester secret, à quoi bon ? Je crois plutôt qu'ils te le feront payer dans l'arène. C'est ce qu'ils avaient promis de faire, de toute façon, observe Pita. Très juste, reconnaît Haymitch. Et je réalise que l'impossible a eu lieu. Ils ont vraiment réussi à me remonter le moral. Haymitch prend un travers de porc entre ses doigts, ce qui lui vaut un froncement de sourcils d'Effie, et le trempe dans son vin. Il déchire un morceau de viande à belles dents,
puis se met à glousser. Quelle tête faisait-il? Puis soudain, j'ai envie de rire. Ils avaient l'air choqués, terrifiés, ridicules pour certains. Une image me revient à l'esprit. L'un d'eux a trébuché en arrière dans le saladier de Panche. Amy s'esclave bruyamment, et nous commençons tous à rire, à l'exception des filles, même si on voit qu'elle se retient. Ma foi, c'est bien fait pour eux, s'exclame-t-elle. C'est leur travail de faire attention à vous. Ce n'est pas parce que vous venez du district 12 qu'il faut vous ignorer. Elle jette des regards à droite et à gauche, comme si elle venait de dépasser les bornes. Je suis désolée, mais c'est mon avis, ajoute-t-elle, sans s'adresser à personne en particulier. Je vais avoir un très mauvais score, dis-je. Seuls les meilleurs scores ont vraiment de l'importance. Personne ne retient les mauvais ou les médiocres, me rassure Portia. On peut penser que tu as caché tes talents exprès. C'est une stratégie comme une autre. J'espère que c'est comme ça que les gens vont interpréter le 4 que je vais me payer, déclare Pita. Si ce n'est pas moins. Franchement, voir quelqu'un ramasser un gros boulet ou le lancer à 1 ou 2 mètres, ça n'a rien d'extraordinaire. En plus, l'un d'eux a failli m'atterrir sur le pied. Je lui adresse un grand sourire et je réalise que je meurs de faim. Je coupe un morceau de porc et le plonge dans la purée de pommes de terre et me mets à manger. Tout va bien. Ma famille ne risque rien. Je n'ai rien commis d'irréparable. Après le dîner, nous passons au salon pour suivre l'annonce des scores à la télévision. Il nous montre d'abord une photo du tribut, puis son score s'affiche en dessous. Sans surprise, les tribus carrières ont tous entre 8 et 10. La moyenne des autres tourne autour de 5. Étonnamment, la petite roue obtient un 7. Je ne sais pas ce qu'elle a montré au juge, mais, fluette comme elle est, cela devait être impressionnant. Le district 12 passe toujours en dernier. Pita décroche un 8, quelques juges ont dû suivre ses exploits malgré tout. Je m'enfonce les ongles dans la pomme en voyant s'afficher mon visage. Je m'attends au pire. Puis le chiffre 11 s'inscrit sur l'écran. 11 ! Effie Trinket pousse un petit cri. Tout le monde me tape dans le dos, m'acclame et me congratule. Tout ça me semble irréel. C'est sûrement une erreur. Comment est-ce possible ? Je demande à Imich. Je suppose qu'ils ont apprécié ton caractère, répond-il. N'oublie pas que c'est du spectacle. Il leur faut des concurrents qui dégagent quelque chose. Katniss, la fille du feu, dit Cinna, en me serrant dans ses bras. Oh, attends un peu de voir la robe pour l'interview. Encore des flammes ? En un sens, répond-il d'un ton malicieux. Pita et moi nous félicitant l'un l'autre, un moment quelque peu délicat. Nous nous sommes bien débrouillés tous les deux, mais est-ce vraiment la chose dont l'autre puisse se réjouir ? Je me retire dans ma chambre dès que possible et m'enfuis sous les couvertures. La tension de la journée, la crise de larmes surtout, m'a épuisée, et je me laisse glisser dans le sommeil, libérée, soulagée avec le chiffre 11 qui danse derrière mes paupières closes. À l'aube, je reste un moment allongée dans mon lit, à regarder le soleil se lever sur une matinée magnifique. On est dimanche, on ne travaille pas chez nous. Je me demande si Gale est allé dans les bois. D'habitude, nous consacrons cette journée à faire des réserves pour la semaine. On se lève tôt, on chasse, on cueille, puis on retourne faire du troc à la plaque. Je pense à Gale sans moi. Chacun de nous deux peut se débrouiller seul, mais nous sommes bien meilleurs à deux. Surtout pour le gros gibier, mais également pour les petites choses. Avoir un partenaire rend le fardeau plus léger. La lourde tâche de nourrir sa famille en devient même agréable. J'ai trimé seule dans les bois pendant 6 mois, avant de tomber sur Gale par hasard. C'était un dimanche d'octobre, l'air était frais, chargé d'odeurs de décomposition. J'avais passé la matinée à disputer des noisettes aux écureuils et l'après-midi, légèrement plus chaud, à patauger dans des mares pour récolter les Katniss. Tout ce que j'avais comme viande, c'était un écureuil qui avait pratiquement bondi sur mes œutailles à la recherche de glands, mais j'espérais trouver encore un animal lorsque la neige aurait recouvert mes autres sources de nourriture. M'étant enfoncé plus loin que d'habitude, j'avais hâte de rentrer chez moi avec ma besace pleine. C'est alors que je suis tombée sur un lapin mort. Il pendait par le cou, suspendu à un fil métallique, à 30 cm au-dessus de ma tête. J'en ai aperçu un autre, à 5 mètres de là. J'ai reconnu les collets parce que mon père entendait lui aussi. Une fois pris, le gibier se retrouve en hauteur, alors hors d'atteinte des autres prédateurs. J'avais essayé tout l'été de tendre des collets, sans succès. Je n'ai pu m'empêcher de poser ma besace pour examiner celui-là. J'avais les doigts sur le fil, juste au-dessus du lapin, quand une voix s'est élevée. « C'est dangereux ce que tu fais !» J'ai bondi en arrière en voyant Gale apparaître derrière un arbre. Il m'avait observé depuis un moment. Il n'avait que 14 ans, mais il faisait déjà un bon 1,80 m et avait l'air d'un adulte à mes yeux. Je l'avais croisé dans la veine, ainsi qu'à l'école.
Et à une autre occasion. Il avait perdu son père dans le même coup de grisou qui avait emporté le mien. En janvier, je l'avais vu recevoir sa médaille du courage à l'hôtel de justice. Encore un orphelin. Je me souvenais de ses 2 petits frères cramponnés à sa mère, dont le ventre arrondi annonçait qu'elle était encore enceinte et accoucherait très bientôt. « Comment tu t'appelles » me dit-il, en s'approchant pour décrocher le lapin du collet. Il en avait 3 autres pendus à sa ceinture. « Katniss » ai-je répondu d'une voix presque inaudible. « Eh bien, Katnip, le vol est punissable de mort. Tu n'es pas au courant ?»« Katniss » ai-je répondu plus fort. « Et je n'étais pas en train de te voler. Je voulais juste jeter un coup d'œil à ton collet. Je ne prends jamais rien dans les miens. » Il m'a dévisagé en enfonçant les sourcils, guère convaincu. « Alors douceur cet écureuil. Je l'ai tué avec ça. » J'ai fait passer mon arc par-dessus mon épaule. J'utilisais encore le petit, que mon père avait fabriqué exprès pour moi, mais je m'entraînais avec le grand chaque fois que je le pouvais. J'espérais être en mesure d'abattre du gros gibier au retour du printemps. Le regard de Gale s'est posé sur mon arc. « Je peux voir ?» Je le lui ai tendu. « N'oublie pas, le vol est punissable de mort. » C'est la première fois que je l'ai vu sourire. Il a perdu son air menaçant pour devenir quelqu'un qu'on avait envie de connaître. Mais il s'était collé plusieurs mois avant que je lui souris en retour. Nous avons parlé chasse à ce moment-là. Je l'ai laissé entendre que je pourrais peut-être lui procurer un arc s'il avait quelque chose à échanger. Pas de la nourriture. Je voulais apprendre, pour être capable de tendre mes propres collets et accrocher moi aussi plusieurs lapins à ma ceinture en une journée. Il a répondu qu'on devait pouvoir s'entendre. Au fil des saisons, nous avons partagé notre savoir-faire, nos armes, nos endroits secrets, afin de trouver des prunes sauvages ou des dindons. Il m'a appris à tendre des collets et à pêcher. Je lui ai montré les plantes comestibles, et j'ai fini par lui donner un de nos précieux arcs. Et puis un jour, tout naturellement, nous avons formé un véritable duo, une véritable équipe, qui se partageait le travail et les prises, qui veillait l'un sur l'autre, et qui veillait sur nos 2 familles pour qu'elles mangent à leur faim. Gale m'a apporté un sentiment de sécurité que j'avais perdu depuis la mort de mon père. La camaraderie a remplacé les longues heures solitaires dans les bois. Je suis devenue meilleure chasseuse avec quelqu'un pour couvrir mes arrières. Mais je n'avais plus à regarder constamment derrière moi. Mais Gale s'est révélé bien plus qu'un partenaire de chasse. Il est devenu mon confident, à qui je confiais les choses que je n'aurais jamais osé formuler à l'intérieur du grillage. En échange, il me faisait aussi des confidences. Quand j'étais dans les bois avec Gale, par le moment, je me sentais presque heureuse. Je l'appelle mon ami, mais depuis l'an dernier, ce mot est presque trop faible pour dire ce qu'il représente pour moi. La nostalgie me submerge. Si seulement il pouvait être là. Sauf que bien sûr, ce n'est pas ce que je voudrais. Je ne tiens pas à le voir dans l'arène, où il mourrait en quelques jours. C'est juste parce qu'il me manque. Et je déteste me retrouver seule. Est-ce que je lui manque, moi aussi ? Sûrement. Je repense au 11 qui s'est affiché sous mon nom, la veille au soir. Je sais exactement ce qu'il m'aurait dit. « Eh ben, il y a encore du progrès à faire. » Et il m'aurait adressé un sourire que je lui aurais rendu aussitôt. Je ne peux m'empêcher de comparer ce que je vis avec Gale et ce que je fais semblant de vivre avec Peeta. J'ai toujours confiance dans le premier, alors que je ne cesse de douter du second. Mais la situation n'a rien à voir. Gale et moi avons été poussés l'un vers l'autre par un besoin de survie mutuelle, alors que Peeta et moi savons que notre survie dépend de la mort de l'autre. Difficile de surmonter cela. Effie frappe à ma porte en me rappelant que j'ai une autre grande journée devant moi. Demain soir, nous serons interviewés à la télé. J'imagine que toute l'équipe a du pain sur la planche pour nous préparer à l'événement. Je me lève, prends une douche rapide, en faisant un peu plus attention aux boutons que je presse cette fois-ci. Puis je me rends dans la salle à manger. Peeta, Effie et Haymitch sont déjà à table en train de discuter à voix basse. Ça m'étonne un peu, mais la faim l'emporte sur ma curiosité, et je vais remplir mon assiette avant de les rejoindre. Le ragoût d'aujourd'hui contient de la viande d'agneau et des pruneaux. Parfait sur un lit de riz sauvage. J'ai englouti la moitié de mon assiette quand je me rends compte que plus personne ne parle. J'avale une grande rasade de jus d'orange et m'essuie la bouche. « Alors, quoi de neuf aujourd'hui ? Vous nous préparez pour l'interview, c'est ça ? » ?»« C'est ça, » confirme Haymitch. « Pas la peine d'attendre que j'ai fini, vous savez. Je peux écouter et manger en même temps, dis-je. »« C'est-à-dire qu'il y a eu un léger changement de programme, » explique Haymitch, « concernant notre approche actuelle. »« Comment ça ? » ?»« J'ignore que nous avions une approche actuelle. Le dernier conseil dont je me souviens consistait à paraître médiocre par rapport aux autres tribus. » Haymitch hausse les épaules. Peeta a demandé à se faire conseiller séparément.
Un sentiment de trahison. C'est la première chose que j'éprouve, ce qui est parfaitement ridicule. Pour que l'on puisse parler de trahison, il aurait d'abord fallu qu'il y ait de la confiance, entre Pita et moi. Or, la confiance ne faisait pas partie de notre arrangement. Nous sommes des tribus. Mais le garçon qui a risqué une correction pour me donner du pain, qui est venu à mon secours à propos de la muette rousse, qui a insisté pour dévoiler mes talents de chasseuse à Image, au fond de moi, ne lui faisais-je pas un peu confiance ? D'un autre côté, je suis soulagée que nous n'ayons plus à faire semblant. De toute évidence, le lien fragile qui nous rattachait bêtement est désormais rompu. Il en était plus que temps. Les jeux commencent dans 2 jours et la confiance aurait été une faiblesse. Quelles que soient les raisons de la décision de Pita, qui à mon avis sont liées à mon excellent résultat à l'entraînement, je ne peux que m'en féliciter. Peut-être a-t-il enfin accepté le fait que, plus tôt nous nous reconnaîtrons ouvertement que nous sommes ennemis, mieux ce sera. Parfait, dis-je. Comment on s'organise ? Vous aurez chacun 4 heures avec Effie pour la présentation et 4 heures avec moi pour le contenu. Tu commences avec Effie, Katniss. J'imagine mal ce qu'Effie peut avoir à m'enseigner qui demande 4 heures. Pourtant, elle me fait travailler jusqu'à la dernière minute. Nous retournons dans ma chambre, elle me fait enfiler une longue robe et des chaussures à talons hauts, mais pas celles que je porterai pour l'interview, et m'ordonne de marcher. Le pire, ce sont les chaussures. Je n'ai jamais porté de talons, et j'ai le plus grand mal à garder l'équilibre. Néanmoins, Effie en porte tous les jours, et je me dis que si elle y arrive, je dois en être capable également. La robe me pose un autre problème. Je n'arrête pas de me prendre les pieds dedans. Alors bien sûr, je la relève, et Effie fonce sur moi comme un rapace, et me tape la main en criant « Pas par-dessus la cheville !» Quand j'ai enfin maîtrisé la marche, il nous reste la position assise, la posture, apparemment, j'aurais tendance à rentrer la tête dans les épaules, le contact visuel, les gestes de la main et le sourire. En ce qui concerne ce dernier, il s'agit principalement de sourire davantage. Je dois répéter une centaine de phrases banales, en débutant par un sourire, en souriant ou en terminant par un sourire. Lorsqu'enfin l'heure du déjeuner arrive, les muscles de mes joues sont tout endoloris. Ma foi, je ne vois pas vraiment ce que je pourrais faire de plus, dit Effie avec un soupir. Surtout, Katniss, n'oublie pas que tu veux plaire aux spectateurs. Vous croyez qu'ils ne m'aimeront pas ? Pas si tu les fusilles du regard du début à la fin. Mais pourquoi ne pas réserver cet œil noir pour la reine ? Imagine que tu es face à des amis, me suggère Effie. Ils sont en train de parier sur le temps qu'il me reste à vivre. Ce ne sont pas mes amis. Eh bien, fais semblant, riposte Effie. Elle se maîtrise et m'adresse un sourire radieux. Regarde, comme moi, tu m'exaspères et pourtant je souris. Oui, c'est très convaincant. Je vais déjeuner. J'envoie valser mes chaussures et je file vers la salle à manger en relevant ma robe sur mes cuisses. Pita et Haymitch semblent d'excellente humeur, au point que je me dis que la séance de contenu devrait se dérouler mieux que celle du matin. Cruelle erreur. Après le déjeuner, Haymitch m'entraîne dans le salon, m'indique le canapé, puis me contemple sans dire un mot pendant un long moment. Eh bien, je demande finalement. J'essaye de décider que faire de toi, dit-il. Sous quel angle te présenter ? Charmante, hautaine, farouche ? Pour l'instant, tu brilles comme une étoile. Tu t'es porté volontaire pour sauver ta sœur. Sina t'a rendu inoubliable. Tu as décroché le meilleur score à l'entraînement. Le public est intrigué, mais personne ne sait qui tu es. Or, c'est l'impression que tu feras demain qui décidera si je pourrai t'obtenir des sponsors ou non. Pour avoir regardé toute ma vie l'interview des tribus, je sais qu'il y a du vrai dans ce qu'il dit. Ceux qui plaisent à la foule, par leur humour, leur brutalité ou leur excentricité, partent souvent favorisés. Quelle approche a choisi Pita, si je suis autorisée à poser la question ? L'affabilité. Il a une autodérision naturelle, répond Haymitch. Alors que toi, il suffit que tu ouvres la bouche pour paraître méfiante et renfrognée. Pas du tout, je riposte. Je t'en prie. Je ne sais pas d'où tu as sorti cette fille joyeuse qui saluait la foule depuis son chariot, mais je ne l'avais jamais vue avant et je ne l'ai pas revue depuis. Il faut dire que vous ne m'avez pas vraiment donné de raison d'être joyeuse. Oh, ce n'est pas à moi qu'il faut plaire, dit Haymitch. Ce n'est pas moi qui te sponsoriserai. Comporte-toi comme si j'étais le public. Fais-moi rêver. Très bien, je gronde. Haymitch joue le rôle de l'intervieweur et je m'efforce de répondre en déployant tout mon charme.
mais j'en suis incapable. Je suis trop en colère contre lui, à cause de ce qu'il m'a dit, ou même du simple fait de devoir répondre à ses questions. Je n'arrive pas à penser à autre chose que les Hunger Games, et à l'injustice qu'ils représentent. Pourquoi je suis ici, à jouer les chiens savants, pour tenter de plaire à des gens que je déteste ? Plus l'interview se prolonge, plus ma fureur semble remonter à la surface, au point que je finis par lui cracher littéralement mes réponses à la figure. C'est bon, ça suffit, tranche-t-il. Il va falloir trouver une autre approche. Non seulement tu es agressive, mais je n'ai toujours rien appris sur toi. Je t'ai posé 50 questions et je ne sais toujours rien sur ta vie, sur ta famille et sur tes centres d'intérêt. Les gens ont envie de te connaître, Katniss. Mais je ne veux pas qu'ils me connaissent. Ils me prennent déjà mon avenir. Ils ne vont pas me voler tout ce qui a pu compter pour moi dans le passé. Mais tu n'as qu'à mentir. Invente quelque chose, dit Haymitch. Je ne suis pas très douée pour mentir. Eh bien, mieux vaudrait apprendre vite, parce que pour l'instant, tu es à peu près aussi attirante qu'une limace crevée. Oui, ça fait mal. Même Haymitch doit se rendre compte qu'il y est allé un peu fort car sa voix se radoucit. Tiens, j'ai une idée. Essaye l'humilité. L'humilité, je répète en écho. Raconte que tu n'arrives pas à croire qu'une jeune fille du district 12 s'en soit aussi bien sortie. Que tout ça dépasse tes rêves les plus fous. Extasie-toi sur les costumes de Sina, sur la gentillesse des gens, sur la beauté de la ville. Puisque tu ne veux pas parler de toi, au moins flatte le public. Renvoie-lui une image favorable, d'accord ? Joue sur la corde sensible. Les heures suivantes sont un calvaire. Il apparaît tout de suite que la corde sensible n'est pas mon point fort. Nous essayons l'arrogance, mais je n'ai pas ça en moi. Il semble que je sois trop vulnérable pour la férocité. Je ne suis pas davantage spirituelle, ni drôle, ni sexy, ni mystérieuse. À la fin de la séance, je ne sais même plus qui je suis. Haymitch s'est mis à boire aux alentours de spirituel, et une certaine méchanceté qui transparaît dans sa voix. Je jette l'éponge, chérie. Contente-toi de répondre aux questions sans trop faire sentir au public à quel point tu le méprises. Je dîne seule dans ma chambre ce soir-là. Je me commande une orgie à base de sucreries, mange à m'en rendre malade et passe ma colère contre Haymitch, les Hunger Games et la population entière du Capitole en laissant les assiettes partout à travers la chambre. Quand la fille rousse réapparaît pour ouvrir mon lit, elle écarquille les yeux devant ce gâchis. « Laisse tout comme ça !» je hurle. « Ne touche à rien !» Je la déteste elle aussi, avec son regard de reproche qui me traite de lâche, de monstre, de valet du Capitole, aussi bien maintenant qu'autrefois. Elle doit trouver une forme de justice à tout ce qui m'arrive. Au moins ma mort compensera-t-elle peut-être celle de son compagnon abattu dans les bois. Pourtant, au lieu de s'enfuir, la fille referme la porte derrière elle et se rend dans la salle de bain. Elle en revient avec une serviette humide et m'essuie le visage avec douceur, avant de nettoyer le sang que j'ai sur les doigts. Je me suis entaillé la main sur un éclat d'assiette. Pourquoi se comporte-t-elle ainsi ? Pourquoi est-ce que je la laisse faire ? J'aurais dû essayer de te sauver, je murmure. Elle secoue la tête. Veut-elle dire que nous avons eu raison de ne pas intervenir ? M'aurait-elle pardonné ? Si, on a eu tort, j'insiste. Elle se tapote les lèvres, puis pointe le doigt sur ma poitrine. Je crois qu'elle veut dire que j'aurais fini muette, moi aussi. C'est probable, muette ou morte. Je passe l'heure suivante à aider la rousse à nettoyer ma chambre. Quand tous les débris de vaisselle ont été jetés à la poubelle et que la nourriture a été ramassée, elle ouvre mon lit. Je me glisse entre les draps comme une gamine de 5 ans et me laisse border. Puis elle s'en va. J'aurais voulu qu'elle reste jusqu'à ce que je m'endorme, qu'elle soit encore là à mon réveil. J'aurais voulu bénéficier de sa protection, même si elle n'a pas pu compter sur la mienne. Au petit matin, ce n'est pas la fille que je retrouve à mon chevet, mais mon équipe de préparateurs. Mes leçons avec Haymitch et Effie sont terminées. Cette journée appartient à Sina. Il représente mon dernier espoir. Peut-être parviendra-t-il à me rendre si merveilleuse que personne ne prêtera attention aux bêtises que je proférerai. L'équipe s'affaire jusqu'à tard dans l'après-midi, à donner à ma peau un éclat velouté, à tracer des motifs sur mes bras, à peindre des flammes sur mes 20 ongles, taillés à la perfection. Venia s'occupe ensuite de mes cheveux. Elle me fait une longue tresse qui part de mon oreille gauche et retombe sur mon épaule droite. On étale sur mon visage un fond de teint pâle afin de faire ressortir mes traits saillants. De grands yeux noirs, des lèvres rouges et charnues, des cils qui jettent des reflets de lumière à chaque battement. Enfin,
On m'enduit le corps d'une fine poudre qui me fait scintiller comme de l'or. Sina arrive alors avec ce que j'imagine être ma robe, mais je ne vois pas car elle est rangée dans un étui. Ferme les yeux, m'ordonne-t-il. Je sens d'abord le contact de la soie qu'on m'enfile sur mon corps nu, puis le poids du vêtement. Il doit peser près de 20 kilos. Je me cramponne à la main d'Octavia en enfilant mes chaussures à l'aveuglette, heureuse de constater que mes talons font 5 bons centimètres de moins que ceux avec lesquels je me suis entraînée. On procède à quelques retouches, on peaufine le tout, puis c'est le silence. « Je peux ouvrir les yeux ?» je demande. « Oui, » répond Sina. « Regarde-toi. » La créature que je découvre dans le miroir, en pied, installée devant moi, semble provenir d'un autre monde, où la peau scintille, où les yeux lancent des éclairs et où l'on taille des habits dans les diamants. Car ma robe, ma robe est entièrement recouverte de pierres précieuses, aux reflets jaunes, rouges et blancs, avec quelques touches de bleu çà et là, ce qui souligne le motif en forme de flamme. Le moindre mouvement donne l'impression que je suis enrobée dans une langue de fleurs. Je ne suis pas jolie, je ne suis pas belle, je suis éblouissante comme le soleil. Pendant un moment, tout le monde me regarde sans dire un mot. « Oh, Sina !» finis-je par murmurer. « Merci. »« Tourne-toi pour moi, » dit-il. Je lève mes bras et décris un tour sur moi-même. L'équipe de préparation pousse des cris de ravissement. Sina renvoie tout le monde et me fait évoluer dans ma robe et mes chaussures, lesquelles sont infiniment plus confortables que celles des filles. La robe est coupée de manière à ce que je n'ai pas besoin de la soulever quand je me déplace, ce qui m'ôte une épine du pied. « Alors, prête pour les interviews ?» me demande Sina. Je vois à son expression qu'il a discuté avec Haymitch, qu'il sait à quel point je suis lamentable. Haymitch m'a traité de limace crevée. On a tout essayé, je n'y arrive pas. Je ne suis aucune de celles qui voudraient que je sois. Sina réfléchit un moment. Pourquoi ne pas être toi-même, tout simplement ? Moi-même, ce n'est pas mieux. D'après Haymitch, je suis maussade et agressive. Oh, tu l'es, avec Haymitch, dit Sina en souriant largement. Pas avec moi ? Pas l'équipe de préparation t'adore. Tu as même conquis les juges. Quant aux citoyens du Capitole, ils n'ont que ton prénom à la bouche. Tout le monde admire ton caractère. Mon caractère, c'est une nouveauté. Je ne sais pas exactement ce qu'il faut comprendre par là, mais je me laisse entendre que je suis une guerrière, une fille courageuse. Ce n'est pas comme si j'avais été amicale avec personne. D'accord, je n'aime peut-être pas tous ceux que je rencontre, peut-être que mes sourires sont plus rares que d'autres, mais il y a des gens que j'apprécie. Sina prend mes mains glacées dans les siennes. Supposons qu'au moment de répondre aux questions, tu fasses comme si tu t'adressais à un ami. Qui est ton meilleur ami chez toi ? Gail, je réponds aussitôt. Mais c'est ridicule, je ne lui dirai jamais toutes les choses. Sur moi, il les sait déjà. Alors moi ? Pourrais-tu me considérer comme un ami ? De toutes les personnes que j'ai connues depuis mon départ de chez moi, Sina est de loin celle que je préfère. Il m'a plu tout de suite et ne m'a pas déçu une seule fois. Je crois, mais... Je serai assis sur le plateau, avec les autres stylistes, juste en face de toi. Quand on te posera une question, cherche-moi du regard et réponds le plus franchement possible. Même si la réponse qui me vient à l'esprit est horrible, parce que ça risque d'être le cas, il faut le savoir. Surtout dans ce cas-là, répond Sina. Tu essayeras ? J'acquiesce. C'est un plan. Tout du moins, c'est quelque chose à quoi me raccrocher. Bientôt, il est temps de partir. Les interviews doivent avoir lieu sur un plateau construit devant le centre d'entraînement. Une fois que j'aurai quitté ma chambre, je me retrouverai en quelques minutes devant la foule, les caméras, le tout panem. Sina tourne la poignée de la porte, mais je le retiens par la main. Sina, je suis littéralement pétrifiée par le trac. Souviens-toi, il t'adore déjà, me dit-il d'une voix douce. Sois naturel. Nous retrouvons les autres devant l'ascenseur. Portia et son équipe n'ont pas chômé non plus. Pita est magnifique dans son costume noir souligné par les flammes. Et quoique nous allions très bien ensemble, c'est un soulagement de ne voir que nous ne sommes pas habillés de la même façon. Haymitch et Effie se sont fait plus beaux que jamais pour l'occasion. J'évite Haymitch. En revanche, j'accepte les compliments des filles. Elle est peut-être fatigante et stupide, mais au moins, elle n'est pas négative.
Les portes de l'ascenseur s'ouvrent et nous découvrons les autres tribus, qui s'alignent pour monter sur le plateau. Nous serons assis en demi-cercle, les 24 candidats, pendant la durée des interviews. Je serai la dernière, ou plutôt l'avant-dernière, car pour chaque district, la fille va précéder le garçon. Oh, comme je voudrais passer d'abord et en finir une bonne fois pour toutes. Alors que là, je vais devoir écouter les autres se montrer spirituels, drôles, humbles, farouches et séduisants avant que mon tour vienne. En plus, le public commencera à se lasser, comme les juges. Et cette fois-ci, difficile de tirer une flèche dans la foule pour capter son attention. Avant de monter sur le plateau, Haymitch s'approche de Pita et de moi et grommelle. « Rappelez-vous que vous êtes toujours de grands amis, tous les deux. Alors comportez-vous comme tels. »« Quoi ?» Je croyais que nous avions abandonné ce numéro quand Pita a demandé à être conseillé séparément. Mais je suppose que c'était uniquement en privé, et pas pour la galerie. De toute façon, nos échanges seront limités, vu qu'il ne nous reste plus qu'à gagner nos places en file indienne. Le simple fait de grimper sur le plateau me rend nerveuse. Le souffle court, je sens mon pouls battre contre mes tempes. C'est un soulagement de parvenir à mon fauteuil, car entre mes talons hauts et mes jambes flageolantes, j'ai bien cru me casser la figure. Le soir tombe, mais le grand cirque est plus lumineux qu'un jour d'été. Les gradins accueillent les invités de marque, dont les stylistes, en premier rang. Les caméras se tourneront vers eux quand la foule applaudira leur travail. Sur l'immeuble à notre droite, un grand balcon est réservé aux juges. Les équipes de télévision ont réquisitionné la plupart des autres balcons. Le grand cirque et les avenues qui en rayonnent sont noirs de monde. Les gens sont debout. Dans les maisons et les salles communales de tout le pays, la moindre télévision est allumée. Tous les citoyens de Panem sont devant leur écran. Il n'y aura pas de coupure d'électricité ce soir. César Fickerman, l'homme qui représente l'émission depuis plus de 40 ans, bondit sur le plateau. C'est un peu effrayant de constater que son apparence est restée inchangée depuis tout ce temps. Le même visage maquillé d'une épaisse couche de blanc, les mêmes cheveux, teints d'une couleur différente à chaque édition des Hunger Games. Le même costume de cérémonie, bleu nuit, constellé de 1000 lampes minuscules qui scintillent comme des étoiles. Au Capitole, on a recours à la chirurgie pour faire paraître les gens plus jeunes et plus minces. Dans le district 12, la vieillesse constitue un succès en soi, car beaucoup de gens meurent prématurément. Quand on voit une personne âgée, on a envie de la féliciter, de lui demander son secret, le secret de sa longévité. Et on envie les gros, qui s'en sortent manifestement mieux que le reste d'entre nous. Mais ici, les choses sont différentes. Les rides n'ont rien de désirable, une bedaine n'est pas un signe de réussite. Cette année, César a les cheveux bleus électriques et ses paupières et ses lèvres sont maquillées de la même couleur. Le résultat est monstrueux, mais moins que l'année dernière où le rouge foncé qu'il avait choisi donnait l'impression qu'il saignait. Il lance plusieurs plaisanteries pour détendre l'atmosphère, puis nous passons aux choses sérieuses. La fille du district 1, très provocante dans sa robe transparente dorée, s'avance au centre du plateau pour rejoindre César. On voit tout de suite que son mentor n'a pas eu du mal à lui trouver une approche. Avec ses longs cheveux blonds, ses yeux émeraudes, son corps voluptueux, elle est sexy jusqu'au bout des ongles. Chaque interview ne dure que 3 minutes. Ensuite, une sonnette retentit et c'est le tour du tribut suivant. Je dois reconnaître que César déploie tout son talent pour faire briller ses invités. Il se montre affable, des temps les plus nerveux, s'esclaffe aux pires plaisanteries, et par sa manière de réagir, parvient à transformer des déclarations les plus banales en réponses mémorables. Je me tiens assise comme une dame, ainsi qu'Effie me l'a montré, pendant que les districts défilent. Le 2, le 3, le 4. Chaque district semble trouver une approche différente. Le colosse du district 2 est une implacable machine à tuer. La fille au visage de renard du district 5 est maligne et insaisissable. J'ai repéré Sina dès qu'il s'est installé, mais même sa présence ne suffit pas à me calmer. Le 8, le 9, le 10. Le garçon estropié du 10 est très discret. Mes pommes ruissellent, mais ma robe à joyaux n'absorbe rien. Et je ne peux les essuyer nulle part. Le 11. Roux, vêtu d'une robe arachnéenne, surmontée de 2 ailes, trottine jusqu'à César. Le silence se fait dans la foule à la vue de cette petite fée.
César se montre très gentil avec elle, la complimente pour son set à l'entraînement, un excellent score pour une si petite fille. Quand il lui demande quel sera son principal atout dans l'arène, elle n'hésite pas. « Je suis très difficile à attraper, dit-elle d'une petite voix fluette. Et si on ne peut pas m'attraper, on ne peut pas me tuer. Alors, ne m'enterrez pas tout de suite. » Je m'en garderai bien, lui assure César. Le garçon du district 11, Trèche, a la même peau noire que Roux. Toutefois, la ressemblance s'arrête là. C'est un géant d'à peu près 2 mètres, fort comme un bœuf, mais j'ai remarqué qu'il a décliné l'invitation des tribus de carrière à se joindre à eux. Il est toujours resté dans son coin, sans parler à personne, sans manifester grand intérêt pour l'entraînement. Il a tout de même décroché un 10, ce qui veut dire qu'il a impressionné les juges. Il ignore les questions de César et ne lui répond que par oui ou par non, voire pas du tout. Si seulement j'étais bâti comme lui, je pourrais me montrer aussi maussade et agressif que je veux, sans qu'on ne me dise rien. Je parie que la moitié des sponsors s'intéressent déjà à lui. Si j'avais de l'argent, c'est sur lui que je miserais. Puis, on appelle Katniss Everdeen, et je me vois comme dans un rêve me lever, me diriger vers le centre du plateau. Je serre la main de César, qui a l'élégance de ne pas s'essuyer immédiatement sur sa veste. « Eh bien, Katniss, le Capitole doit représenter un sacré changement quand on vient du district 12. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné depuis ton arrivée ici ?» s'enquiert César. « Quoi ? Qu'a-t-il dit ? J'ai l'impression que les mots n'ont plus aucun sens. J'ai la bouche sèche comme de la sciure. Je cherche désespérément Cinna dans le public et je le fixe du regard. J'imagine que c'est lui qui m'interroge. « Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné depuis ton arrivée ?» Je me creuse la cervelle. « Sois sincère, me dis-je, sois sincère. »« Le ragoût d'agneau, je balbutie. » César s'esclaffe. Je réalise vaguement qu'une partie du public se joint à lui. « Celui au pruneau ?» demande César. J'acquiesce. « Oh, je peux en avaler un seau entier. » Il se place de profil par rapport au public, l'air horrifié, le ventre sur la main. « Ça ne se voit pas, j'espère. » Il est rassuré par les rires et les applaudissements du public. Comme je le disais, César fait de son mieux pour nous aider. « Entre nous, Katniss, me dit-il d'un ton de confidence. Quand tu as surgi lors de la cérémonie d'ouverture, j'ai failli avoir une attaque. Qu'as-tu pensé de ce costume ?» Cinna hausse les sourcils à mon intention. Sois sincère. Passer le premier moment de terreur à l'idée de brûler vive ? Tout le monde rit. Le public est ravi. Oui, passez ce moment-là, ajoute César. À Cinna, mon ami, je peux bien le dire. J'ai trouvé Cinna brillant. C'était le costume le plus fabuleux que j'ai jamais vu, et je devais me pincer pour vérifier que c'était moi qui le portais. C'est la même chose pour celui-ci, d'ailleurs. Je soulève ma robe pour la lui montrer. Regardez-moi ça. Alors le public fait « Oh » et « Ah » et je vois Cinna esquisser un geste circulaire avec le doigt. Je sais ce qu'il est en train de me dire. « Tourne-toi pour moi. » Je décris un tour sur moi-même et la réaction est immédiate. « Oh, refais ça encore une fois » s'extasie César. Je lève les bras, pivote sur place et laisse ma robe s'élever, m'envelopper dans les flammes. Le public applaudit à tout rompre. Quand je m'arrête, je dois me cramponner au bras de César. « Continue, dit-il. »« Je ne peux pas, j'ai la tête qui tourne. » Et je glousse comme une idiote, peut-être bien pour la première fois de ma vie. Mes nerfs et le tournis ont eu raison de moi. César m'entoure d'un bras protecteur. « Ne t'en fais pas, je te tiens. Je ne voudrais pas te voir marcher sur les traces de ton mentor. » Les spectateurs se mettent à huer et à siffler pendant que la caméra cherche Haymitch, désormais célèbre pour sa culbute lors de la moisson. Il salue de la main avec bonhomie, puis pointe le doigt sur moi. « Tout va bien, déclare César au public. Elle ne risque rien avec moi. Alors, parlons un peu de ce score à l'entraînement. 11 ! Raconte-moi ce qui s'est passé. » Je jette un coup d'œil au juge sur le balcon et je me mords la lèvre. Tout ce que je peux dire, c'est que je crois que c'était une première. Les caméras sont braquées sur les juges, qui hochent la tête en gloussant. « Tu nous mets au supplice !» s'exclame César, avec une grimace de douleur. « Des détails ! On veut des détails !» Je m'adresse au balcon. Je n'ai pas le droit d'en parler, je crois. Le juge qui a basculé dans le saladier de punch me dit « Interdit !»« Merci, dis-je. Désolé, je ne peux rien dire. » Bon, revenons-en au moment où tu as entendu appeler le nom de ta sœur pour la moisson, répond César. Son expression devient plus grave. Tu t'es porté volontaire. Peux-tu nous parler d'elle ? Non. À vous, non.
Mais peut-être à Sina. La tristesse que je lis sur son visage ne me paraît pas feinte. Elle s'appelle Prime. Elle vient d'avoir 12 ans, et je l'aime plus que tout au monde. On entendrait une mouche voler. Que t'a-t-elle dit ? Après la moisson, veut savoir César. Sois sincère. Sois sincère. J'avale ma salive. Elle m'a demandé de tout faire pour gagner. Le public est figé, suspendu à mes moindres paroles. Et qu'as-tu répondu ? M'encourage gentiment César. Mais, au lieu de la chaleur, je sens une rigidité glaciale se répandre en moi. Mes muscles se tendent, comme un moment de lâcher ma flèche. Quand je parle, ma voix semble avoir baissé d'un octave. Je lui ai promis d'essayer. Je veux bien le croire, dit César, en pressant l'épaule. Le buzzer retentit. Désolé, c'est fini. Bonne chance, Katniss Everdeen, tribu du district 12. Les applaudissements se prolongent longtemps après que j'ai regagné ma place. Je cherche Sina des yeux. Il lève discrètement les 2 pouces pour me rassurer. Je suis encore grisée pendant la première moitié de l'interview de Pita. Il s'est mis le public dans la poche, cependant, car j'entends des rires et des acclamations. Il joue la carte du fils du boulanger, compare les tribus au pain de leur district. Puis, il se lance dans une anecdote amusante sur les périls des douches au Capitole. Dites, est-ce que j'empeste la rose ? S'enquiert-il. César et lui entament un vrai numéro de duettiste, se reniflant l'un l'autre, ce qui déclenche un fou rire général. Je commence à retrouver mes esprits au moment où César lui demande s'il a une petite amie. Pita hésite, puis secoue la tête sans conviction. Un beau jeune homme comme toi, tu dois bien avoir une fille en vue. Allez, dis-nous son nom, insiste César. Pita soupire. C'est vrai, il y a une fille. Je ne pense qu'à elle depuis qu'on est gamin. Mais je suis à peu près sûre qu'avant la moisson, elle ne savait même pas que j'existais. Des murmures de sympathie agitent la foule. Un amour muet, c'est une chose que les gens peuvent comprendre. Elle a quelqu'un d'autre ? S'enquiert César. Je ne sais pas, mais beaucoup de garçons s'intéressent à elle, admet Pita. Je vais te dire, gagne et puis rentre chez toi. Elle t'accueillera les bras ouverts, non ? Ça ne marchera pas. La victoire ne pourra pas m'aider, répond Pita. Pourquoi ça ? S'étonne César. Pita rougit jusqu'aux oreilles. Il bredouille. Parce qu'elle est venue avec moi ici. Deuxième partie, les jeux. Un bref instant, les caméras restent braquées sur les yeux baissés de Pita, le temps que chacun s'imprègne de ses paroles. Puis, je vois mon visage bouche bée, où se mêlent la stupeur et la protestation, en gros plan sur tous les écrans, pendant que je réalise. Moi, il parle de moi. Je pince les lèvres et fixe mes pieds en espérant dissimuler les émotions qui m'envahissent. Oh, alors ça, ce n'est vraiment pas de chance, se désole César. On sent un vrai chagrin dans sa voix. La foule murmure elle aussi, certains spectateurs semblent même se lamenter. En effet, répond Pita. Ma foi, je ne crois pas qu'aucun d'entre nous puisse te blâmer. Difficile de rester insensible à cette jeune fille, dit César. N'est-elle pas au courant ? Elle n'était pas au courant ? Pita secoue la tête. Pas jusqu'à maintenant, non. Un rapide coup d'œil à l'écran me permet de vérifier qu'on me voit rougir jusqu'à la racine des cheveux. Aimeriez-vous la faire revenir afin de lui poser la question ? Demande César au public. La foule pousse des grondements approbateurs. Hélas, les règles sont les règles, et le temps de parole de Katniss Everdeen est écoulé. Eh bien, bonne chance à toi, Pita Mellark, et je pense parler au nom de tout Panem en disant que nous sommes de tout cœur avec toi. Le rugissement de la foule est assourdissant. Pita nous a tous balayés en un clin d'œil, les 23 autres concurrents, avec sa déclaration d'amour. Quand le calme finit par revenir, il lâche un simple « merci » d'une voix étrange, étranglée, et retourne s'asseoir. Nous nous levons tous pour l'hymne. Forcé de redresser la tête en signe de respect, je suis bien obligée de voir que tous les écrans affichent désormais une photo de Pita et moi, séparés par quelques dizaines de centimètres, qui, dans l'esprit des téléspectateurs, ne pourront jamais être comblés. Pauvres de nous. Mais je ne suis pas dupe. À la fin de l'hymne, les tribus regagnent en file indienne le hall du centre d'entraînement et s'engouffrent dans les ascenseurs.
Je veille à monter dans une autre cabine que Pita. La foule ralentit nos escortes de stylistes, de mentors et d'hôtesses, si bien que nous sommes entre nous. Personne ne dit un mot. Mon ascenseur s'arrête pour déposer 4 tribus avant que je me retrouve seule et que les portes s'ouvrent sur le 12e étage. À peine Pita émerge-t-il de sa cabine que je le repousse violemment, les 2 mains sur le plat de la poitrine. Il perd l'équilibre et se cogne contre un horrible plante artificielle en pot. Le pot se renverse, se brise en 1000 morceaux. Pita atterrit au milieu des éclats. Ses mains se mettent bientôt à saigner. « Qu'est-ce qui te prend » me demande-t-il éberlué. « Tu n'avais pas le droit !» je hurle. « Tu n'avais pas le droit de dire toutes ces choses sur moi !» Un autre ascenseur s'ouvre et toute l'équipe en descend. Effie, Haymitch, Sina et Portia. « Que se passe-t-il » demande Effie, une pointe d'hystérie dans la voix. « Tu es tombée ?» Elle m'a poussée, grogne Pita, tandis qu'Effie et Sina l'aident à se relever. Haymitch se tourne vers moi. « Poussée ? C'était votre idée, hein ? De me faire passer pour une idiote devant le pays entier !» Je riposte. « L'idée vient de moi, » explique Pita, qui retire des tessons de poterie de ses pommes en faisant la grimace. Haymitch m'a simplement aidé à les mettre en œuvre. « Oui, ce bon vieux Haymitch, toujours prêt à aider, à t'aider toi !»« Tu es vraiment idiote, » dit Haymitch avec dégoût. « Tu crois qu'il t'a fait du tort ? Ce garçon vient de t'offrir quelque chose que tu n'aurais jamais obtenu toute seule. Il m'a fait passer pour faible, je m'écrie. Il t'a rendu désirable. Voyons les choses en face. Tu avais besoin d'un sérieux coup de main dans ce domaine. Tu étais aussi attirante qu'une motte de terre, jusqu'à ce qu'il déclare t'aimer. Maintenant, ils t'aiment tous. On ne parle que de vous, des amants maudits du district 12, crache Haymitch. Nous ne sommes même pas amoureux. Haymitch m'empoigne par les épaules et me plaque contre le mur. On s'en fiche. Ce n'est que du spectacle. Ce qui compte, c'est la manière dont les gens te perçoivent. Tout ce que j'aurais pu dire de toi après ton interview, c'est que tu étais une gentille fille. Remarque, ça tenait déjà du miracle. Maintenant, je sais aussi que tu es un bourreau des cœurs, que tous les gars de ton district en pincent pour toi. À ton avis, qu'est-ce qui va te valoir le plus de sponsors ? Son haleine avinée me donne la nausée. Je repousse ses mains et fais un pas de côté pour tâcher de dégager ma tête. Sina approche et me prend par les épaules. Il a raison, Katniss. Je ne sais plus quoi penser. Vous auriez dû m'en parler, que j'ai l'air moins stupide. Au contraire, ta réaction a été parfaite. Tu aurais paru moins naturelle si tu avais été au courant, dit Portia. Bah, elle s'inquiète à cause de son petit ami, bougonne Pita, en jetant par terre un autre tesson ensanglanté. Je rougis de nouveau en pensant à Gale. Je n'ai pas de petit ami. Appelle ça comme tu veux, ajoute Pita. En tout cas, je suis prête à parier qu'il est suffisamment intelligent pour reconnaître du bluff quand il en voit un. Et puis, tu n'as jamais dit que tu m'aimais, alors quelle importance ? Ces mots font mouche. Ma colère retombe. On s'est servi de moi, mais on m'a également donné un avantage. Haymitch dit vrai. J'ai survécu à l'interview, mais de quoi avais-je l'air ? D'une écervelée qui tournoyait dans sa robe scintillante, en gloussant. Le seul moment où j'ai dû me rendre un peu de relief, c'est quand j'ai parlé de Prime. À côté de Trèche et de sa puissance silencieuse, j'apparais insignifiante, écervelée, scintillante et insignifiante. Enfin, pas entièrement, j'ai quand même obtenu un 11 à l'entraînement. Mais voilà que Pita a fait de moi un objet de désir. Et pas seulement pour lui. À l'entendre, j'aurai de nombreux admirateurs. Et si le public croit réellement à notre amour, je me rappelle la vigueur des réactions après sa confession. Les amants maudits. Haymitch a raison. Ce genre de truc fait un tabac au Capitole. Je m'inquiète soudain à l'idée d'avoir mal réagi et je demande. Quand il a déclaré son amour, aurait-on dit que je l'aimais, moi aussi ? Moi j'y ai cru, avoue Portia. Ta façon d'éviter le regard, de regarder la caméra, de rougir, tout le monde abonde dans son sens. Tu joues sur du velours, chérie. Les sponsors vont se bousculer, me promit Haymitch. Me voilà rudement embarrassée par ma réaction. Je me retourne à contre-cœur vers Pita. Désolée de t'avoir bousculé. C'est pas grave, il hausse les épaules. Même si c'est techniquement interdit. Et tes mains, ça va aller ? Ne t'en fais pas. Dans le silence qui s'ensuit, les odeurs délicieuses nous parviennent de la salle à manger. Venez, allons manger un morceau, suggère Haymitch. Nous le suivons et prenons place à table.
Mais Pita saigne trop et Portia doit l'amener se faire soigner. Nous entamons la soupe à la crème et aux pétales de rose, sans œufs. Nous sommes en train de terminer quand ils reviennent. Pita s'est fait bander les mains. Je me sens coupable. Demain, nous serons dans l'arène. Il m'a rendu un fier service et en guise de récompense, je l'ai blessé. Cesserai-je un jour d'avoir une dette envers lui? Après le dîner, nous passons dans le salon pour suivre la rediffusion. Je me trouve frivole, ridicule à tournoyer dans ma robe en gloussant, mais les autres m'assurent que je suis charmante. Pita, lui, devient carrément irrésistible en amoureux transi. Et me voilà rougissante, confuse et rendue belle par les mains de Sina, désirable grâce à l'aveu de Pita, tragique vu les circonstances. Bref, de la vie de tous, inoubliable. Quand l'hymne prend fin et que l'écran redevient noir, un silence s'installe dans la pièce. Demain à l'aube, on viendra nous réveiller et nous préparer pour l'arène. Les jeux ne commenceront qu'à 10h, car les habitants du Capitole se lèvent tard. Mais Pita et moi devrons nous réveiller de bonne heure. Qui sait quelle distance nous aurons à parcourir avant d'atteindre l'arène cette année? Mitch et Effie ne viendront pas avec nous. Dès ce soir, ils seront au quartier général des Jeux, à faire signer le plus de sponsors possible, à élaborer la meilleure stratégie concernant la manière et le moment où nous faire parvenir leurs cadeaux. Sina et Portia nous accompagneront jusqu'à la porte de l'arène. C'est néanmoins l'heure des adieux. Effie nous prend par la main et, la larme à l'œil, nous souhaite bonne chance à tous les deux. Elle nous remercie d'avoir été les meilleures tribus qu'elle ait eu le privilège de s'occuper. Enfin, parce qu'elle ne serait pas Effie si elle ne commettait pas ce genre de bourde épouvantable, elle ajoute « Je ne serais pas étonnée d'être promue dans un bon district l'année prochaine. » Elle nous embrasse sur la joue, puis s'empresse de partir, submergée par l'émotion, à moins qu'elle ne soit transportée par la joie à l'idée d'une promotion possible. Mitch croise les bras et nous examine tous les deux. « Un dernier conseil ?» demande Pita. « Quand le gong résonnera, tirez-vous le plus vite possible, » déclara Mitch. « Ne restez pas pour le bain de sang, à la corne d'abondance, vous n'êtes pas de taille. Dégagez, mettez autant de distance que vous pourrez entre les autres et vous, et trouvez-vous un point d'eau. Compris ? Et ensuite, dis-je, restez en vie, répond Mitch. C'est le conseil qu'il nous a donné dans le train, sauf que cette fois, il n'est pas soûl et ne rit pas. Nous hochons la tête, que dire de plus ? Alors que je regagne ma chambre, Pita s'attarde à discuter avec Portia. J'en suis heureuse. Les adieux gênés que nous échangerons sans doute demain peuvent attendre. Mon lit est prêt, mais la muette rousse n'est visible nulle part. Je regrette de ne pas connaître son nom. J'aurais dû le lui demander. Elle aurait pu me l'écrire ou me le mimer. Mais peut-être que cela lui aurait valu une autre punition. Je prends une douche pour me débarrasser de la peinture dorée, du maquillage et de cette image de beauté qui me colle à la peau. Tout ce qui reste de l'effort de mon équipe, ce sont les flammes sur mes ongles. Je décide de les conserver afin de rappeler au public qui je suis, Katniss, la fille du feu. Je serais peut-être bien contente de pouvoir me raccrocher à ça dans les prochains jours. J'enfile une chemise de nuit molletonnée et me glisse dans mon lit. Il me faut environ 5 secondes pour réaliser que je ne m'endormirai pas. Or, j'en ai besoin, désespérément, car dans l'arène, chaque instant concédé à la fatigue sera une invitation à la mort. C'est terrible. 1 heure, 2 heures, 3 heures passent, et mes paupières refusent de s'alourdir. J'essaye d'imaginer dans quel environnement on me jettera. Un désert, des marées, une toundra glaciale. J'espère surtout qu'il y aura des arbres, et qui devraient me permettre de me cacher et de trouver de la nourriture, ainsi qu'un abri. Il y en a souvent parce que les paysages de désolation sont trop monotones et que les jeux s'achèvent trop vite sinon. Mais à quoi ressemblera le climat ? Quels pièges auront dissimulé les juges pour relancer l'intérêt en cas de baisse de rythme ? Et puis, il reste la question des autres tribus. Puis, plus je m'efforce de trouver le sommeil, plus il me fuit. N'y tenant plus, je me lève. Je fais les 100 pas dans ma chambre, le cœur battant, le souffle court. J'ai l'impression d'être en prison. Si je ne respire pas un peu d'air frais, très vite, je vais recommencer à tout casser autour de moi. Je remonte le couloir au pas de course, jusqu'à la porte qui mène au toit. Je la trouve non seulement déverrouillée, mais entr'ouverte.
Peut-être a-t-on oublié de la fermer ? Peu importe. Le champ de force qui entoure le toit interdit toute forme d'évasion désespérée. D'ailleurs, je ne cherche pas à m'échapper, mais simplement à me remplir les poumons. Je veux contempler le ciel et la lune de cette dernière nuit de tranquillité.